Impec. C'est fait. Voilà, on va avoir une bonne qualité d'enregistrement. Ouais. Ta, ta, ta. Alors là, tu sais ce que je me disais. Oui. Ça va, garde déjà. Déjà, ça va. Bon, c'est cool. Ouais, ça va pas mal. Je me disais, mec, c'est dommage qu'il n'y ait pas Manu avec nous ce soir, Ouais. parce qu'on aurait pu parler de Godzilla. Moi, je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas maté. Non, je l'ai pas maté parce que je me suis dit, si c'est un HD TS, Ouais. je préfère le voir. Je Ouais, préfère le voir dans de bonnes conditions. ouais, tu peux le regarder quand même, il est regardable. Ah. Non, 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 non. Pas un film comme ça. Moi, j'ai envie de le voir. Sur J'ai ton envie but. que ce soit parfait. Je suis comme une Tu- jeune fille le soir du mariage. Moi, Ouais, c'est tu, comme tu, tu dire. tu attends de le voir sur ton vidéoprojecteur, c'est ça? Non, juste sur mon écran normal, mais pas en TS, quoi. Ah putain. Eh ben écoute, moi je l'ai vu. Ouais. Euh, C'est bien, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, il y a des très très bonnes idées. Je pense que le projet en lui-même est déjà une très bonne idée. Ouais. Parce que l'idée c'est de faire un film, faire un Godzilla qui se passe globalement pendant le Godzilla de Inoshiro Honda. Mm. Et donc, bah, en fait, c'est un peu comme s'il situait son film dans un autre film. Mm. Donc pour ça, euh, c'est plutôt bien vu. Et du coup, alors excuse-moi, c'est que je fais deux trucs en même temps et comme je suis un homme, Mm. je suis pas très bon à faire les deux trucs en même temps. Voilà, hop, ça c'est une petite capture. Tac, oui. Et en fait, si tu veux, je peux même mettre des effets sur mon visage. Incroyable. Je peux avoir une tête de chien et tout. Pardon, excuse-moi. C'est- Ça n'a rien à voir. Bon, ouais, alors, si tu veux, alors que dire? Bon, globalement, c'est intéressant. Par contre, le problème, c'est que c'est plié, quoi. Le film, il y a un gros problème de rythme, peut-être même d'écriture. C'est-à-dire que tu passes beaucoup de temps à attendre, hein. Je te préviens, tu passes beaucoup de temps à pleurer. Et puis, si tu veux, en plus, les acteurs, ils sont pas ouf. À part deux trois acteurs, le reste, franchement, c'est ou du cliché ou du manque de charisme, mais vraiment impressionnant, quoi. Alors après, parfois, oui, ça peut servir aussi le récit. Parce qu'il s'agit d'un gars dont l'histoire, le personnage principal, c'est un kamikaze qui refuse, enfin, qui est un lâche. Donc forcément, le fait qu'il manque de charisme, ça peut apporter quelque chose. Sauf que en Bah, fait, je t'avoue que moi, quand j'ai vu la bande-annonce et le projet, je m'attends pas à ce qu'on me raconte une histoire d'ordre individuel. Enfin, tu vois, ouais, je vais voir le destin de personnages, quoi. ah Le type bah, me dit voilà, détrompe-toi, hein. Le Japon il est au plus bas, il peut pas aller plus bas, Mhm. et puis il y a Godzilla qui arrive, quoi. Et C'est exact, puis c'est minus exactement, one. c'est, Minus one. T'es niveau zéro, mm. minus one. Voilà. C'est exactement ça en fait. Mais si tu veux, le problème c'est le fait est que le personnage principal, on lui colle au cul dans le film sans arrêt quoi. Et la dimension, si tu veux, collective du film, oui, ça y est. D'ailleurs, si tu veux, le propos politique du film, c'est de dire que en fait, en gros, le Japon a rien fait pour les Japonais. Et en gros, les Japonais ils se débrouillent eux-mêmes. Et ils font collectif pour y arriver. Le problème, Mm. c'est que ça a la même valeur que dans un film de Spielberg, quoi. Donc, enfin, moi, je pense que c'est ça hein, qui a fait que le film il a bien marché en France, c'est que les gens ils ont l'impression d'avoir vu un ersatz d'un film de Spielberg. Et si tu veux, le truc c'est que tu verras par toi-même. Je préfère me taire parce que je vais pas te raconter notamment le final, mais on est pas loin de la guerre des mondes, quoi. Et en fait, si tu veux, le délire c'est que il y a des trucs bien, mais globalement le film il est pété. La mise en scène elle est vraiment pas ouf.
t'as deux trois plans où tu dis putain, il y a quelque chose. Et en fait, le reste du temps, c'est la caméra, elle est posée, elle attend que les personnages y rentrent dans le plan. Des fois, c'est gênant, t'as l'impression de voir un téléfilm. Puis il n'y a pas de montage. C'est juste une succession de plans. Ils n'ont pas du tout pensé en termes de montage. Donc il n'y a pas, si tu veux, il n'y a jamais de rapport entre les séquences, entre les scènes. Des fois, c'est syncopé. Enfin, en fait, t'as l'impression de voir une bande-annonce géante de 2 heures. Moi, ça m'a dérangé. Ça m'a beaucoup dérangé. Enfin, voilà, quoi. C'est un peu dommage. Mm. Voilà. La Moi, je musique. pense, honnêtement, j'ai vu un film qu'on pourrait rapprocher de La Guerre des Mondes de Spielberg. Mais pour moi, La Guerre des Mondes de Spielberg, c'est inimitable. Tu pourras jamais faire Ok. Spielberg pour faire ça. Quel troll. Bah non, non, mais c'est inimitable dans le pire. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui a envie de faire La Guerre des Mondes et qui y arrive, quoi. C'est-à-dire, je pense qu'il faut vraiment avoir l'esprit tordu. Il faut ne pas connaître la définition de la mort pour faire La Guerre des Mondes. Non, non, pour moi, c'est pas possible que ça s'en rapproche. Et puis, moi, je pense, enfin, je vais le voir. Écoute, ce que je te propose, c'est quand je l'aurai vu, que j'aurai vu une bonne copie, Mm. on en débat, puis on se Ouais. dispute dessus. Ouais, je pense qu'il y a matière à se disputer parce que je pense que toi tu vas y avoir du bon. Moi j'ai eu. Enfin Ouais. voilà. Mais je pense que Ah, c'est pas tu vas dit, dire moi. comme moi. Je pense que tu vas dire que c'est un bon film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais moi Bah, j'aurais même tendance à dire qu'il y a même des gros problèmes quoi. Mais bon. moi, écoute, il y avait un film qui avait fait cet effet-là, c'était le Godzilla japonais d'avant, la suite de 2016, c'est le Shin Shin Godzilla. Godzilla, ouais. J'ai toujours pas vu. Et ben moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce film. Ouais. C'est amusant parce que c'est vraiment quelque chose de torché, un peu comme tu l'as dit. C'est vraiment un film plié avec peu de moyens, peu de budget. Ce qui pour moi à notre époque est un comble parce que moi j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment on a un cinéma Potemkin justement qui est comme ça, qui est y compris du côté des studios. Mais par contre, le peu d'Américains qu'il fait, il le fait mieux. Et justement, il brille en se détachant du modèle américain, quoi. Donc je sais pas comment si je vais apprécier ce Minus One, mais moi je trouve déjà le projet complètement tordu, on dirait un film italien, quoi. Pas du Du tout. genre, nous les Japonais, on a vraiment été dans pire que tout avec Hiroshima, mais non, il y a encore pire. Il y a encore pire. Il y a Godzilla qui peut arriver. Minus One. Faut Ouais, mais vraiment avoir un ouais, esprit tordu pour tu, faire ça. tu seras d'accord avec moi que en fait, si tu veux, à un moment donné, enfin, c'est difficile d'évoquer le film sans te raconter ce qui s'y passe, mais tu vas voir qu'au début, t'auras en fait l'immédiate après-guerre, et donc tu vas voir vraiment Tokyo rasé, les gens vivent dans la misère. Le film, il passe là-dessus hyper vite. Et en plus, il en fait un truc limite. Je te dis, c'est très Spielbergien, quoi. C'est presque. Tout se passe très bien, tout est merveilleux dans la misère, quoi. Je veux dire, on est loin du tombeau des Lucioles, quoi. Mhm. On est loin d'Arakiri, quoi. Et en fait, si tu veux, c'est ça qui me gêne, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un côté, en plus, le personnage principal, il se plaint tout le temps, il est tout le temps en train de geindre. T'as vraiment envie de lui mettre des claques, quoi. C'est insupportable. Et les dialogues sont, mais parfois on frôle le ridicule. Après, t'as un côté théâtral, mais qui est pas assumé, je trouve, quoi. Le film veut faire grandiloquent et tout, puis des fois, en fait, prout, quoi. T'as une scène où t'as l'impression que t'es au théâtre, et tu sais, ça va pas. Enfin, clairement, c'est cheap, si tu veux, en fait. T'alternes les scènes à de gros budget blockbuster avec des trucs hyper cheapos. Ouais, ça fait bizarre, quoi. Tu vois, enfin, vraiment. Voilà. Puis après, t'as des personnages un peu. T'as de l'emphase, t'as de l'idéalisme. Et t'as un personnage de professeur scientifique, en fait, si tu veux. Je trouve vraiment. Euh, à la fois, c'est un personnage que tu pourrais avoir dans un manga de Osamu Tezuka, tu vois. Mhm. Et en même temps, ça détonne avec le reste du film parce que, en fait, du coup, il est très cliché, quoi. Et c'est. Tu sais, enfin, je sais pas, moi, j'ai du mal à adhérer. Ce qui m'a énervé, c'est que tout le monde prête une attention extraordinaire au personnage principal qui est personne. Qui est vraiment un. Des fois, je comprends pas pourquoi il a. En fait,
pourquoi tout le monde considère ce personnage-là? Des fois, tu dis, mais il est dans le plan, mais pourquoi il est là? Pourquoi tout le monde lui parle? Pourquoi il les suit, en fait? Ils auraient pu prendre le laitier au bout de la rue, c'était pareil, quoi. C'est trop bizarre. Moi, je sais pas, j'ai vraiment trouvé ça chelou, quoi. Voilà, avec des C'est bonnes choses. c'est Et pas la là... trade dans Dune. Ouais, c'est ça, voilà. C'est pas la trade dans Dune. C'est ça. Avec le même charisme, quoi. Enfin, bon, Timothée excuse-moi. Chalamet, quoi, le Ah, pote d'un pote. ah, c'est affreux, putain. Le mec, il a zéro charisme, Timothée Chalamet, quoi. C'est une Putain. catastrophe. Ah, putain, mais alors, rien que pour ça, j'ai pas envie de mater Dune, quoi. Ah si, c'est quand même bien. Franchement. Ah ouais? Ah ouais, non, non, c'est quand même bien, quoi. C'est-à-dire, dans le contexte actuel, Ouais. si là, t'as quand même un mec qui va un peu dans le... comprend un peu comment fonctionne le langage de l'imaginaire, qui comprend un peu comment... voilà, ce que vaut le bouquin qu'il adapte. Moi, je t'avoue que j'aurais pas forcément fait ça comme ça. Ouais, ça a l'air très rigide, hein. Je sais pas ce que t'entends par rigide. Très... Mais, un imaginaire un peu éculé, quoi. C'est très rectiligne, c'est pas très... ça a pas l'air de... Après, tu me diras, le matériel est pas non plus... bah, éculé, ça va être difficile par rapport à l'œuvre parce que c'est quand même un bouquin qui a influencé Game of Thrones, enfin, toi, George Martin, qui a influencé Warhammer 40 000, Hmm. qui a influencé Star Wars, qui a influencé jeux de StarCraft. rôle. Enfin, voilà, Même c'est les jeux un vidéo, tu peux impact. dire, hein. Tu peux dire que ça a influencé les jeux vidéo aussi, hein. Oui, bah, de façon qui Hmm. sont. Mais bon, voilà, tu vois, le fait qu'il y a un empereur dans l'espace, c'est Frank Herbert. Enfin, tu vois, je te dis, c'est. Pour moi, il est éculé parce qu'effectivement, il y a une filiation avec ce roman qui parle de maisons médiévales dans l'espace. Ouais, mais là, c'est Et des... Enfin, moi, ce que j'en ai vu, c'est des blocos. Enfin bon. C'est un des peu... blocos. Toute l'architecture du film, c'est des blocos, quoi. Tout est rectiligne, tout est droit, tout est monumental, tout est... Alors, tu vas. Je vais être obligé de raconter une anecdote que j'ai déjà racontée. Excuse-moi, hein, parce qu'avec Timothy Chalamet, j'avais l'impression d'être dans une pub de parfum, quoi. Le film ne ressemble pas trop à une pub de parfum. Mm. Et en fait, je t'avoue que j'ai pas vraiment de souvenir de la présence de Timothée Chalamet dans le film. Putain, C'est pour ça que c'est vraiment c'est une quelque prouesse. chose d'assez étrange. Bah, le mec, il est transparent, quoi. C'est voilà, quoi. Je sais pas. C'est le mec, il s'est planté, il délivrait des pizzas. Il est tombé sur le tournage de Dune. C'est quoi? Ils ont fait Ryan Gosling à la chiasse. Tu voudrais pas le remplacer, ça? Voilà, Décidément, entre le laitier dans Godzilla Minus One et le livreur de pizza dans Dune. non, mais, en fait, si tu veux, est-ce que tu vois Star Wars? Il y a des gros vaisseaux, il y a des lasers. Est-ce que tu vois la Force? Mm. C'est ce système-là. Quand tu vas regarder Dune, alors là où je suis d'accord avec toi, c'est que Denis Villeneuve, il s'est pas foulé. C'est-à-dire, il a filmé, en gros, sa mise en scène, c'est le propos du livre de Frank Herbert, si tu veux. Si toi qui es cinéphile, tu vas complètement comprendre en fait ce que je veux te dire. Dans Dune, tu as des espaces qui sont gigantesques. Mm. Ils filment des planètes, tu vois, ils filment, comme tu as dit, des grands blocos, des grands bâtiments. Ils ont des armes qui pourraient détruire une planète entière. Tu vois ce que je veux dire? L'empereur, en fait, il a un corps de soldats d'élite qui, chaque jour, sacrifie je ne sais pas combien de ses hommes en son honneur, sur un autel. Tu es dans l'immensité. Il y a tellement d'êtres humains, tu vois, tu es dans quelque chose d'immense. C'est, dans mon souvenir, je crois que c'est la première scène du livre, pardon. C'est pas la première scène du film, mais je crois que c'est la première scène du livre. En fait, tu as Paul Atreides, on l'emmène voir une Bene Gesserit. Une Bene Gesserit, c'est une sorte de bonne sœur de l'espace. Ouais, tout à fait, je vois. Bah, sa mère, la chef des Bene Gesserit, ouais. Voilà. Elle lui fait passer une épreuve et à un moment donné, elle lui tend une aiguille. Et elle dit, tu vois ça, ce que j'ai dans la main? Tu vois ce que j'ai dans la main? C'est
l'arme la plus dangereuse de tout l'univers. C'est la mort absolue. Et effectivement, de la même manière que dans Star Wars, tu as une survivance du code guerrier, de l'épée, avec le sabre laser et tout, dans Dune, on t'explique que dans un monde immense où il y a des vaisseaux spatiaux, des bombes, tu vois, tout un tas de trucs, la mort absolue, elle est symbolisée par cette toute petite aiguille, tu vois, que tu as ici. Toi qui es cinéphile, donc Jurassic Park, les blockbusters, les Stallone, les Star Wars et compagnie, puis t'arrives, t'as un prof de cinéma qui dit non, mais les gars, le cinéma, l'essence du cinéma, le cinéma le plus rayonnant, c'est ce tout petit film polonais, là, petit budget, là, par ce tout petit cinéaste inconnu que je tiens entre mes doigts. Tu veux l'attraper? Hop, ah non, il te faut une initiation pour que tu comprennes les mécanismes et tout ça. Et tu vois que dans un monde aussi immense, si tu veux qu'il y ait de l'autorité et que tu es un homme qui ait de l'autorité, parce que l'autorité, tu vois ce que je veux dire, bah, il faut que tu revalorises ce qui est petit, il faut que tu revalorises ce qui est minuscule, qui est ancien, etc. Il faut que tu revalorises ça avec une initiation, parce qu'il ne faut pas que ce soit accessible à tous. Tu vois. Donc, rien qu'avec ça, effectivement, si tu as cette impression d'immensité, c'est parce que le film, c'est une histoire archaïque qui parle d'archaïsme. Et pour moi, je ne trouve pas que ce soit une super réussite, mais au moins, à l'inverse, par exemple, du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, Villeneuve, il a au moins compris le livre qu'il adapte au cinéma. Tu vois, je pense qu'il aurait pu faire mieux, mais il comprend ce qu'il filme, tu vois. Donc, non, moi, je trouve ça quand même... moi, quand j'ai vu Dune, j'ai vu un film qui me parlait d'autre chose que de ma carte bleue, qui me parlait de vieilles valeurs qui ont disparu. Oui, mais... Voilà. Je vais nuancer ce que je pensais d'un film que je n'ai pas vu. Évidemment, c'est bien con d'un pauvre gars de dire putain, ça ressemble à rien. Le mec, c'est le projet d'une vie. Il a développé un produit industriel, c'est-à-dire qu'il a mis il a mis des investisseurs dans son projet. Ça vaut des millions de dollars. Évidemment que l'architecture Blocos, ça relève un peu de ça aussi, quoi. De ce film monumental aussi qui doit plaire au plus grand nombre et qui doit exister dans le monde du spectacle, quoi. Mais Alors, là, par contre, là, tu vas voir que dans la mise en scène, c'est pas Avatar du tout. Par contre, il ne s'agit pas de utiliser cette grandeur pour faire du gros spectacle. Et c'est des plans, des fois, qui sont dans le décevant. Tu vois, c'est aussi, par exemple, des fois, des bâtiments qui vont enlaidir le plan. C'est vraiment... ou des fois, qui vont venir casser l'ambiance. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu es dans ton petit chalet, au bord du lac, c'est cosy, voilà, tu y es bien. Et puis, il y a un énorme Boeing 747 qui fait du surplace juste au-dessus du lac pour bien te niquer la vue. Des fois, la mise en scène de Villeneuve, elle fonctionne comme ça, si tu veux. Donc, non, mais je suis persuadé... on voit bien que le mec a l'intelligence, effectivement, comme tu dis, de comprendre ce qu'il filme. On l'a vu quand il a adapté Premier Contact, quand il a fait même Incendie ou Sicario. C'est loin d'être con. Moi, je sais pas, c'est juste que globalement, le film me faisait pas vraiment envie. Mais je dois dire que je suis un peu pas tenté en ce moment. Tout ce que je vois qui sort au cinéma m'intéresse, mais pas du tout. C'est impressionnant, quoi. Genre, on va venir à The Killer de David Fincher, qui est le film que j'aurais dû regarder pour ce soir, mais dont j'ai vu que les 15 premières minutes parce qu'il a fait planter ma console. Et il a fait gravement planter ma PlayStation 3. Mais ça m'a fait moyennement kiffer. Mais même Ferrari de Michael Mann ou tout un tas de films qui sont sortis, qui sont un peu des films attendus. Voilà, je dois dire, moi je suis allé voir Avatar 2 au cinéma, aussitôt vu, aussitôt oublié, quoi.
Mm. Mais ouais, je sais pas. The Killer, moi j'ai vu un quart d'heure. J'ai vu le début du film qui commence pas. J'ai vu un début de film qui commence pas, où il y a un gars dans une pièce qui attend sa cible, parce qu'il est tueur à gage. Et en fait, il attend sa cible en regardant par une fenêtre. Et en fait, on a l'impression qu'il regarde un autre film. En fait, on a l'impression que lui est dans un film, qu'il regarde un autre film qui se passe de l'autre côté de la fenêtre, qui a l'air complètement monté de toutes pièces sous Photoshop ou qui fait d'amalgame de photos animées et de plans de coupe dans la rue. Et puis que bah, il raconte en voix off tout ce qui constitue en fait le film qu'il regarde, les statistiques qui régissent le film qu'il est en train de regarder. Et puis bah en fait, moi j'ai eu un peu un peu la désagréable sensation de regarder Le Martien de Ridley Scott, où en fait t'as l'impression de mater des bouts de films enfin en fait des films plusieurs films dans un film, puis en fait il y a le montage qui fait semblant qu'en fait bah, tout ça c'est un seul film, alors qu'en fait c'est En plusieurs fait, films. c'est plus. Bon, ce que je veux dire c'est que globalement esthétiquement c'était vraiment c'était bizarre quoi. Alors, c'est intriguant mais j'avoue ça m'a pas plus j'ai l'impression que c'est un film qui joue un petit peu aussi contre la séduction quoi. Oui. Alors en fait, ce que là, du coup, t'as pas vu le film. Non. Si tu prends un peu comme un truc méta-réflexif sur le cinéma, façon les cahiers du cinéma, ce que tu as dit, c'est Non, mais ce que j'ai vu moi c'est un un acteur peu une extrapolation qui fait pas vraiment sens. Par contre, si on prend ce que tu dis Hmm. comme étant, c'est-à-dire vraiment un mec qui regarde un film, comme étant vraiment ce que va raconter le film, mais pas, moi, je te suis pas du tout sur le truc. Fincher, c'est un mec qui veut parler de cinéma, quoi. Alors, Hmm. pour moi, ça, c'est vraiment une posture, tu vois, de critique, tu vois, quand ils ont Ah, une critique à rendre ouais, enfin dans les 2 jours. c'est pas qu'il veut pas parler de C'est cinéma, mais il en fait partie, quoi. Je veux dire, quand il fait Manque, c'est du nouveau maniérisme, quoi. Il parle quand même. oh, non, là, franchement, le film parle pas du tout de ça. Même, je dirais même que si tu veux y trouver du maniérisme, je pense que tu vas être déçu, quoi. Mais vraiment. Hmm. Et je pense aussi que le fait qu'on nous dise que, bah, tu vois, on voit du maniérisme partout, y compris dans le travail de Fincher, pour moi, c'est pas ça le maniérisme, mais c'est plus un truc pour moi que la presse nous a mis dans le crâne, quoi. C'est-à-dire vraiment, dès que tu as un Américain qui a une grue, un chef-op, et puis tu vois un peu de moyens, bah, c'est du cinéma, c'est du sorte de cinéma sur le cinéma. C'est pas forcément vrai. Hmm. Moi, à la rigueur, je trouve que vraiment, tu as du formalisme. Pas du maniérisme, mais du formalisme. Quand je regarde des scènes de Carpenter où je vois des panneaux qui me parlent du panneau, Ouais. comme tu vois sur le mur de New York 97, ou je vois des travelling qui me parlent de travelling sur la chaîne de fabrication de Christine, par exemple, des Hmm. trucs comme ça. Hmm. Je vois du maniérisme chez De Palma, Hmm. chez Argento. Mais non, j'en vois pas du Mais tout non, chez mais Fincher. en fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que le film, t'as l'impression que c'est un montage entre plein d'images différentes. Mais des fois même, t'as l'impression que les images que tu regardes, elles sont constituées elles-mêmes de plein d'images. Tu sais même pas si Michael Fassbinder, il est vraiment dans le décor, quoi. Hmm. Tu sais, c'est chelou, Et quoi. Euh, qu'est-ce depuis qu'est-ce qu'elle Benjamin... raconte la scène que tu as vue? Ça se termine comment? T'es allé jusqu'où? Je suis allé jusqu'au moment où il monte son fusil, là. Et puis il y a quelqu'un Ouais, qui va rentrer dans la pièce, il est surpris. ouais. Et là, ça a planté. Ah ouais, t'as rien vu alors. Mm. Ouais, bah, en fait, si tu veux, cette posture-là, c'est-à-dire que t'as pas l'impression qu'il est dans le film, c'est la manière dont vit le personnage. En gros, lui, son but, c'est que quand il est là, personne doit se souvenir qu'il est là. Faut pas qu'il y ait un témoin, tu vois, qui puisse Mm. dire, tiens, il a été là.
Mm. Et le film va le suivre, c'est-à-dire que de mémoire, je ne pense pas qu'il y ait une scène où il n'est pas dedans. Tu peux avoir quelques plans où il n'est pas dedans, tu vois, des Non, mais micro-scénettes, c'est des mais plans il est dans chaque subjectifs. scène. C'est des plans de point de vue de son regard, quoi. Quand il est pas dans le plan, c'est que c'est lui qui regarde, quoi. Pas forcément, il y a peut-être allé deux, trois plans par-ci, par-là, mais il n'y en a pas beaucoup, quoi. Tu vois, à Mm. chaque fois, comme tu dis, c'est son point de vue. Mm. Effectivement, bah, tu vas toujours être avec lui, sauf que lui, c'est un fantôme. C'est vraiment un fantôme. Moi, il y a un. Alors, c'est adapté d'une BD française. Mm. Et il a gardé le gimmick de la BD, parce que dans la BD, il n'y a pas de bulle. En fait, il n'y a que des mots qui sont répétés en boucle, et qui sont les mots que le tueur se répète dans la tête. Il a gardé ça comme gimmick dans le film. J'ai pas trouvé ça extrêmement réussi. Mm. Là où tu as raison, il joue sur le côté anti-séduction. Alors là, oui, c'est l'anti John Wick. Je pense qu'en fait, David Fincher, il a dû avoir des mômes. Ces mômes, ils ont dit, papa, on pourra regarder John Wick. Bon, regardez John Wick, ils regardent le premier John Wick, c'est sympa. Puis ces gamins, ils grandissent, oh, on pourra aller voir John Wick 2. Puis il va voir John Wick 2, ça commence sérieusement à être relou. Et puis, papa, tu m'emmènes voir John Wick 3. Franchement, ça commence à être... Allez, on va voir John Wick 3. Et puis il va voir John Wick 3, puis il se dit, bon, plus jamais ça. Et puis, il y a l'anniversaire de son grand et tout. Puis, ah putain, t'as pas vu John Wick 4? Ah non, je l'ai pas vu John Wick 4. Non, je veux pas le voir. Ah, mais il est mortel. Pourquoi tu fais pas des films comme ça, s'il te plaît, Ça papa? dure 3 heures. Fais des films comme ça. Et puis, du coup, parce qu'il aime son fils, il a regardé John Wick 4. Et du coup, il a dit non, je vais faire The Killer. Voilà. C'est effectivement, c'est un ovni dans ce qui est proposé actuellement, parce que c'est un vrai film d'assassin, c'est-à-dire que son récit, c'est vraiment l'histoire d'un tueur à gages qui se met mal par rapport à ses employeurs, tu vois. Et sauf que c'est complètement différent de John Wick, on va dire. Moi, j'ai vu deux anti-John Wick à leur manière. C'est le Silent Night de John Wick Ah, on et va puis pouvoir en parler. The Killer de Fincher, qui sont à leur manière deux anti-John Wick, j'ai trouvé. Peut-être qu'il y en a un qui est plus conscient que l'autre, quoi, de faire de l'anti-John Wick. Ah non, Parce que Fincher, il est clairement en train de faire de l'anti-John Wick. John non. Woo, c'est juste qu'il est en train de faire, un truc où il a plus Ah trop envie de se prendre la tête, quoi. En fait, John Woo, c'est que lui, il fait un anti-John Wick en dépassant John Wick. Ah putain. C'est-à-dire que, en fait, Fincher fait de l'anti-John Wick en allant à rebours de John Wick. John Woo, il fait un anti-John Wick en allant dans le même sens que John Wick, mais en allant plus loin. C'est-à-dire que pour lui, l'opératique, c'est pas qu'un gimmick. Ouais. C'est un langage cinématographique, c'est une mise en scène, ça génère du sens. Ah. Et du coup, effectivement, c'est comme si tu regardais la philosophie des combats gun-fu de John Wick, sauf que là, tu es dans le symbolisme, tu es dans l'opératique, enfin voilà. Bah écoute, sorti exactement en même temps que le film de Fincher. Oui. Moi, alors, c'est maintenant qu'on en parle, hein, ça m'a laissé un souvenir incroyable en fait, Silent Night. J'ai adoré en fait. J'ai adoré, putain, mais qu'est-ce que c'était c'était vraiment ouf. Et tu vois, en plus derrière, moi j'étais dans une période où je regardais Death Wish 2. Donc j'étais un peu dans le film de Vigilante. Et puis, donc le film, il travaille un peu ça. Le film, pour moi, il est vraiment dans on va dire, dans le sillon imaginaire du Vigilante. Pour moi, évidemment, en termes de style esthétique, c'est complètement différent du Vigilante, entre guillemets, américain, parce que beaucoup de Vigilantes, notamment ceux que tu as regardés, les Death Wish, ne sont pas des films américains, ce sont des films anglais. Ils sont faits aux États-Unis, mais absolument. Ouais. C'est du cinéma britannique. Mais par contre, c'est vrai ce que tu dis. Ouais. Mais par contre, le metteur en scène de Death Wish 1 et 2, c'est un anglais, hein, c'est un mec très british.
Bah oui, c'était Michael Winner. Ouais, Michael Donc Winner, c'est un c'est cinéaste vraiment que un cinéaste anglais, hein, j'aime ouais, beaucoup. absolument. Et avec une production anglaise, Et d'ailleurs, c'était. dans les bonus qui étaient très très Mhm. intéressants, justement, je sais plus comment l'intervenant, un spécialiste de Bronson, un gars très intéressant là, sur le Blu-ray du premier des Switch, le dit, hein, il y a une façon de filmer New York qui est celle d'un, Mhm. d'un étranger, quoi, d'un anglais qui débarque à New York. Mhm. Mhm. Puis, ouais, t'as. Bon, après, moi, je trouve que c'était à partir le justicier braque les dealers. Là, je Ah, trouve que. j'ai pas vu. T'as pas vu. Ouais, c'est l'autre cinéaste Jack Lee Thompson, de non? Charles Bronson. Là, c'est l'anglais enfin, le canadien d'origine anglaise. Je me C'est rappelle plus. c'est pas Lee Thompson? Non, c'est pas ça. Je crois C'est que c'est ça. lui. Non, c'est Gilly Walsh. Oh, je me rappelle plus. Hmm. Je me rappelle plus de son nom. Mais c'est pareil, ça reste des producteurs anglais Hmm. aussi qui vont Hmm. investir dedans. Hmm. Et ils se partageaient un peu la star, quoi. Tu Hmm. vois, Hmm. bon, c'est pareil, Michael Winner, il n'a pas cherché non plus à faire que du Charles Bronson, quoi. Il a Ouais. cherché aussi à tourner avec d'autres. Je sais il a fait des polars, tu vois, avec Coburn et tout ça. Ouais, Donc, absolument. Après, en plus, Charles Bronson, excuse-moi pour la digression, mais la il a, digression. ouais, il est vachement à l'économie en fait, hein, parce que c'est un rôle hyper emblématique et tout, mais en vérité, il en fait pas des caisses, hein. Il est très très discret, hein, dans le film, en acting, je parle, en composition, quoi. Je, Il est vraiment je pense qu'il dans était. la nuance. Des fois, tu te demandes même il est pas vraiment en train de subir tout ce que tu vois. C'est l'impression qu'il traverse le film de façon un peu monolithique, mais c'est ça qui est génial, quoi. Bah, honnêtement, moi, je vois pas comment il aurait pu s'investir dans un nouveau rôle. C'était quand même tourné, ils enchaînaient quand même les films. Hmm. Et le but, c'était quand même de traire la vache à lait, quoi. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, absolument. Mais en même temps, tu as Charles Bronson dans ton film, bah, t'as pas envie de créer un personnage, tu mets Charles Bronson dans ton film, Hmm. tu vois ce que je veux dire? Hmm. Chow Yun-fat, il est capable vraiment d'incarner des rôles, tu vois, il a incarné un empereur, il a incarné Confucius. Absolument. Mais si à un moment donné, tu as du budget, une caméra, tu as Chow Yun-fat, tu vas dire, bah, c'est qui le héros? Bah, c'est pas un héros, c'est Chow Yun-fat, quoi. Hmm. Voilà, il est lui-même et il a suffisamment de présence à l'écran pour. Absolument, ouais. Donc, voilà, mais non, non, il a fait tout un tas de films. Je me rappelle d'un film là, sur un psychopathe, là. Je me rappelle quand j'avais vu, tu sais, là, le film pourri avec Christian Bell, là, American Psycho. Hmm. Et là, mais putain, comment ils ont tout piqué Un rip-off. à ce film-là. Bah ouais, ouais, non, non, mais ouais, il y a eu des bons films avec lui. Mais je dirais que dans Silent Night, moi, ce qui m'a plu, là où ça se démarque, c'est qu'en fait, il n'est pas tombé on va dire, dans le sillon du réalisme. Hmm. Il est resté dans son symbolisme, mais sans le faire exprès. Il a capté complètement l'idée du vigilante. Ouais. Mais cette fois-ci avec un imaginaire, moi, qui m'a plus évoqué Joe Dante. Cette manière de filmer la classe laborieuse Ouais. qui n'est pas à son avantage avec ce pull de Noël Ouais. dégueulasse, c'est-à-dire se dire que son fils, il est mort à un moment donné où lui, il avait un pull débile parce que c'est la classe moyenne, quoi. Ouais. La classe moyenne qui a accepté beaucoup de choses, quoi. Il Qui a le, accepté beaucoup de choses, il qui a renié l'incarne, beaucoup de ses valeurs. il l'incarne très très bien, Joel Kinnaman. Ouais. Qui a renié beaucoup de ses valeurs, contre quoi, en échange de quoi? En échange de la démocratie. Et à un moment donné, quand on n'a plus de voix, quand la classe moyenne elle a plus de voix, elle se fantasme à travers les grosses voitures et les flingues, quoi. Mm. Et elle a besoin de faire elle-même régner sa loi, etc. Et pour se retrouver. Et je pense qu'avec Genou, qui est un cinéaste un peu nos limites, qui est vraiment dans ce romantisme naïf, tu vois, qu'il a hérité du langage opératique, de cet imaginaire un peu violent, chorégraphié, cosmique de la littérature et du théâtre chinois. Moi, j'ai trouvé extrêmement fort que vraiment cette idée du fils qui meurt, qu'on aurait psychologisé dans un film américain classique, c'est-à-dire que son fils meurt, c'est vraiment le fils qui meurt, c'est le deuil et tout. Ça aurait été enquillé, lui, il s'en sert pour dire non, non, c'est pas son fils,
Son fils n'est pas mort. Son fils, c'est un symbole. C'est le symbole du héros quand il était enfant. Et c'est en fait ce père qui fait le deuil de son enfance et qui, enfin, tu sais, tu as beaucoup de symboles dans le film. À un moment, il voit la naissance de son gamin comme s'il voyait sa naissance. Ils Ah finissent dans la bah, sans révéler le final, il est comme au pied du sapin quand il est à quatre pattes, quoi. Comme un Ouais, bébé au ouais. pied du sapin, quoi. Et en fait, bah voilà, que, en gros, bah, cette classe moyenne, elle, elle fait le deuil d'une part d'elle-même, en quelque sorte, de sa part la plus naïve, la plus pure. Et moi, j'ai trouvé ce film, La Silent Night, très bon. Ouais. Très très bon, et aussi pour des raisons de forme. Moi, ce que j'avais, je vous en avais parlé là avec à toi et à Manu, mais moi j'ai vraiment du mal avec le gun fu. Là, j'en ai eu une overdose. Ouais. Donc le gun fu là, c'est ce truc qui avait été inventé. Enfin, je crois que le premier film qui a montré ça, c'était Equilibrium. Equilibrium, Donc, ouais. 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 et là, avec les John Wick, ils en ont abusé, mais trop, quoi, tu vois. À tel pitié. Et là, franchement, tu as quelques passages de gun fu, notamment la baston contre le mec qui s'appelle Ruiz, une espèce de grosse baraque, avec un fusil. Mais putain, mais c'était trop bien fait, quoi. C'était vraiment, tu sais, ce côté, on se bastonne, mais c'est un peu comme si on se disputait le jouet aussi. Enfin, tu sais, t'as ce côté-là, puis il y a un côté méchant, un peu comme la scène de la cuisine des Gremlins dans Joe Dante. Ouais. Il y a une sorte de cruauté. On va vraiment réinventer des nouvelles manières cruelles d'utiliser l'ustensile, qui fait que, bah, contrairement à John Wick, on est vraiment dans le dévoiement des objets, dans le détournement des objets. Et enfin bon, voilà, moi j'ai trouvé que c'était un film, bah, ce que j'aimais dans le cinéma de vidéoclub, c'est-à-dire assurément pas du grand cinéma, mais un cinéma fou qui a un pet au casque, et bah, du coup du vrai cinéma aussi, quoi. C'est-à-dire que même les mecs qui te prouvent que bah, ce qui est important quand tu fais un film, c'est les tripes et la folie que tu vas mettre dedans, quoi. Ouais. Est-ce que vraiment tu vas faire un film pour parler avec ton cœur, ou alors tu vas faire un énième produit à la con. Donc voilà, moi Silent Night, ça a été une véritable surprise. Et moi, à la rigueur, je l'ai préféré à The Killer de Fincher. Ouais. Nettement. Je ne vais pas dire que The Killer m'a pas intéressé. Et pour moi, c'était plus un film dont j'avais envie de discuter que de parler. Parce que pour moi, j'ai pas l'impression d'avoir tout capté du film non plus. Mais Silent Night, alors peut-être aussi parce que j'ai vraiment à la fois une appétence pour le film de Vigilante et à la fois une appétence pour le film de John Woo. Moi, ça m'a accueilli complètement. Et puis, bah, j'ai 40 piges, donc moi, le cinéma de vidéoclub, bah, ça a été ma culture, quoi. Donc, j'ai pas de barrière, en tout cas, de résistance à ça. Au contraire, je me laisse cueillir. Ouais, bah amen, hein, tout est dit. Écoute, ouais, vrai film de mort-vivant. Je trouve qu'il y a une poésie un peu macabre là dans Silent Night. Ouais. Et, caustique. Caustique aussi, hein. Il y a de l'Iran. Ouais. Et puis, je sais pas si tu m'entends. Ouais. Parce que j'entends des à-coups. Ouais, c'est caustique comme tu dis. C'est même très violent. C'est pas forcément. Oh là. Non, excuse-moi. C'est que j'entends des claquements. Tu m'entends toujours ou pas? J'entends parfaitement. Ok. Il y a des... Ouais, c'est caustique, il est pas gentil avec son personnage non plus. Enfin, ce personnage, il traverse l'enfer, littéralement, quoi. Hein. Donc, ouais, et puis... Moi, je trouve qu'il y a un côté cinéma artisanal, mais dans le bon sens, c'est-à-dire vraiment... presque, tu sais, il y a une poésie un peu de cinéma self-made, quoi. C'est pas Jean Rollin non plus, mais tu sais, il y a un côté hyper généreux comme ça. Ouais. C'est sûr que quand tu compares à Fincher, où tout est au carré, au millimètre, tout est poncé au millimètre. Enfin, dans moi, ce que j'ai vu, le personnage qui fait sa gymnastique, où tout est parallèle et cadré au poil de cul, tu vois, c'est pas du tout c'est pas le même délire, quoi. Et puis même quand tu compares avec John Wick, où tu te dis putain, mais les tournages de John Wick, à quoi ça ressemble, quoi. Alors là, on va faire ce plan-là. Bon, allez, on se met en place. Alors là, il doit y avoir un raccord dans ce mouvement. Et puis, on va se mettre en place, on va refaire la chorégraphie.
Oh putain, l'enfer, quoi. Je veux dire, forcément, à la fin, ça peut pas... Moi, je pense que John Woo, il a dû tourner son film assez rapidement. En plus, c'est produit par l'acteur Joel Kinnaman. À Mhm. mon avis, qui est un bon gars, qui connaît bien son affaire aussi, qui, à mon avis, a bien vu ses John Woo, et qui a dû se dire Mhm. putain, je vais avoir John Woo. Je produis un film où je joue dedans avec un projet, enfin, avec un concept assez cool, de faire un film muet. Et en Mhm. plus, c'est John Woo qui va le faire, quoi. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a vraiment, il y a tout, quoi. C'est une bonne recette, hein. Vraiment, comme tu dis, film de vidéoclub, mais à l'époque où les vidéoclubs n'existent plus, quoi. Ce qui donne ce côté Bah un peu justement, noir et blanc. ce qui m'a surpris, c'est qu'effectivement, moi, j'en parlais avec Manu il y a pas longtemps, on l'avait au téléphone. Manu, il m'avait dit qu'il avait été un peu déçu par le fait que le film aurait mérité mieux. C'est plus d'attention, plus de temps, plus de budget, etc. Il a tout à fait raison. Moi, je le pense aussi. Simplement, ce que je veux souligner, c'est que effectivement, avec peu de budget, je trouve que John Woo il a complètement évité ce côté cinéma Potemkin que tu peux retrouver chez Ridley Scott avec vraiment pour le coup beaucoup de budget. Ce côté que j'ai retrouvé quand j'ai été voir les Trois Mousquetaires et notamment la deuxième partie des Trois Mousquetaires, qui est un film, on va dire vraiment tourné complètement à l'arche.com, avec, je sais, des contraintes budgétaires assez énormes. Dans une moindre mesure, mais un autre film, tu vois, que j'ai vu, qui lui, par contre, était bon, qui était le film de Juste Philippot, là, Acide, Hmm. avec Guillaume Canet, qui est lui pas du cinéma Potemkin, mais les problèmes de budget et de conditions de tournage se voient quand même dans le film, si tu veux, d'autant plus. Là, ce qui m'a impressionné, c'est que tu vois que c'est une série B, mais alors que c'est une série B maîtrisée, quoi. Tu vois, il va pas. Il y a des scènes, effectivement, que tu aurais aimé voir, mais qui sont pas dans le film parce qu'il sait qu'il n'a pas les moyens de les faire dans de bonnes conditions. Mais par contre, tout le matériel qu'il a, il a pris le temps de le faire. J'ai pas trouvé qu'à un moment donné, la direction d'acteur était aux fraises, que tu avais des scènes qui avaient rien à foutre ici, que tu avais des plans qui étaient manquants, tu vois, ou des plans qui étaient en trop, comme je vois tout le temps, quoi. Tu vois, tout le temps dans les productions où on n'ose pas dire que les tournages se font dans de très mauvaises conditions. Faut tout maquiller, faut tout faire croire qu'on a du budget, que le blockbuster existe encore, qu'Hollywood existe encore alors que ça n'existe plus. Enfin, tu vois, il y a pas ce côté cinéma Potemkin, justement, que moi j'ai vu dernièrement dans plein de films, quoi. Tu Hmm. vois, quand j'ai été voir Les Trois Mousquetaires, ce qui est génial, c'est que Les Trois Mousquetaires, bah, c'est vraiment le film qui te dit que non, non, c'est plus possible de faire des films de KPDP, quoi. Tu vois, c'est vraiment, c'est c'est vraiment l'inverse, tu vois, du projet du film, quoi. Ouais, de l'argument commercial du film, ouais. Hmm. Bah voilà, de la même manière que bah, quand tu regardes, je sais pas, que tu regardes Napoléon ou que tu regardes Prometheus, tu dis bah non, non, Ridley Scott, c'est plus un auteur, tu vois ce que je veux dire? C'est Hmm. vraiment du. Et puis non, Hollywood, ça n'existe plus, quoi. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est terminé. C'est pour ça que moi j'avais préféré là, son Covenant, qui pour le coup était une série B plus assumée que ce faux côté hollywoodien ou voilà qui rime Pareil. Hmm. simplement. Hmm, pareil, ouais. Hmm. Ouais, puis c'est vrai qu'en plus, moi, si tu veux, quand tu dis qu'Hollywood n'existe plus, je pense que ça va vraiment de pair avec les moyens. Moi, pour moi, tu vois, t'as des films comme Le Martien ou Benjamin Button, là, de Fincher ou Ridley Scott. Tu sais plus trop ce que tu regardes, en fait. C'est des collages d'images. Enfin, Benjamin les Button, actes. j'avais ça dégueulasse, hein. Ah putain, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que Benjamin Button, tu sais jamais si l'acteur elle est vraiment là ou si c'est juste un masque en Photoshop sur le corps d'un cascadeur ou. Il y Ça, a, il y a- il y a c'est. ça, quoi. Enfin, pour moi, là, ce que tu pointes, effectivement, c'est un problème dans le film. Hmm. Gros problème de direction d'acteurs, même de présence des acteurs, j'ai envie Mais de c'est dire. ça. Hmm. Mais tu as des problèmes encore pires. Vraiment, ce que ça raconte, c'est débile, quoi. Bah ouais, bah le Martien, c'est pareil, quoi. T'as un bout de film avec un gars qui est coincé sur Mars, qui parle à l'autre bout du téléphone à des gars qui sont dans l'espace dans un vaisseau. C'est deux films qui sont différents, où ils font semblant d'être le contre-champ l'un de l'autre. Puis t'as un troisième film sur Terre où ils attendent le retour du premier film. Et puis en fait,
les comédiens, ils savent même pas à qui ils donnent la réplique parce qu'ils se croisent jamais sur le tournage, quoi. Et puis, t'en as un, il fait son film tout seul sur le fond vert, il cachetonne et basta, quoi. Et moi, je trouve ça un peu gênant, parce que bon, enfin, qu'est-ce que ça raconte, en fait, le Martien, quoi. On va sauver Matt Damon du fond vert, quoi. Ouais, il faut sauver le soldat Ryan de l'industrie du cinéma, c'est ça. Je sais pas, je l'ai pas vu, je le regarderai jamais. Enfin, franchement, je n'arriverai pas à me motiver. Je Ouais, sais que c'est... le Michael Mann, par amour de Michael Mann et parce que j'ai vu The Insider et tout ça, Ouais, je vais me mettre des coups de pied au cul pour le voir. pareil. Même si je suis pas branché, mais j'ai quand même me foutre des coups de pied au cul pour le voir. Mais par contre, ouais, Seul sur Mars, là, j'en ai absolument rien à branler. Je pense que là, vraiment, nous, là, on a passé un cap. Vraiment, je te dis, où. Enfin, tu vois, là, je suis allé voir les Trois Mousquetaires. Il y a même pas, des fois, il manque les contre-champs. Ouais, putain. Tu vois ce que je veux dire? T'as une plongée, t'as pas la contre-plongée. Enfin, tu vois, c'est Ouais, vraiment tourné à la ouais, .com, quoi. ouais. Alors, je pense que le mec, enfin, si tu veux, j'aurais pas voulu être à sa place sur le tournage. Je pense que c'était un vrai casse-tête, tu sais, pour faire le film. Et le film, il est mais nanardesque, quoi. Il y a des moments de gênance, quoi, dans le film, quoi. Ouais. Bah, dans le The Batman là, de Matt Reeves, c'était un peu ça aussi, quoi. C'est-à-dire, en fait, ils sont tellement en train de filmer dans leur sphère, là, ou je sais pas comment ils appellent ça, là, la bulle de projection, là, d'image, là, que du coup, t'es tout le temps le cul dans les personnages et il n'y a jamais d'articulation. Enfin, quand les personnages ils parlent, ils sont tous les deux dans le même plan. C'est bizarre, tu sais, il y a presque plus de champ contre champ, quoi. Ce qui n'est pas le cas dans The Killer de Fincher. Ah ouais, où là c'est très différent. Je pense que c'est un Américain, donc il a fait ça un peu à la barbare. Mais le film est un film qui tend plus vers un peu un cinéma à l'ancienne, un peu à la Friedkin. Ouais. Sans essayer, c'est là qui est intéressant, c'est que c'est pas Zodiac, sans essayer de connoter quoi que ce soit, si tu veux, de ce cinéma-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'invocation, quoi. Parce que des fois, tu sais, quand ils essayent d'imiter un cinéma des années 70 ou des années 80, ils convoquent une patine, ils vont tourner, tu sais, avec un certain grain d'image, employer, tu vois, certains effets. Là, c'est pas le cas. Je pense qu'il y ait pas mal de Melville aussi. Le Samouraï, je pense, ou le Deuxième Souffle, ou le Cercle Rouge. Je pense à ça aussi. Est-ce que tu l'as vu, le Doulos? Le Doulos, je l'ai vu, le Avec, Doulos, mais Avec Belmondo. par contre, c'était il y a longtemps. Ah putain. Je l'ai vu, je crois, quand j'habitais encore avec mes parents là dans leur ancienne maison, le Doulos. Donc je devais être adolescent, quoi. Je devais avoir 16 ans ou un truc comme ça. Enfin bon, je pense qu'il s'enquille des trucs comme ça. Ce que tu vas voir quand tu vas regarder The Killer, tu vas toujours avoir le point de vue du tueur. Sauf que c'est un tueur un peu particulier. C'est un tueur qui est méthodique. Contrairement des tueurs à gages comme John Wick ou des trucs hollywoodiens, c'est effectivement comme eux un surhomme. C'est quelqu'un, mais sauf que c'est un surhomme parce que il a un code, une manière de procéder qui est incarné, je trouve, très lourdement par la voix off, donc par ce système de phrases toutes faites qui se répètent. Parce que ce qui va être important, c'est que cette voix off, moi je sais que je déteste les voix off, c'est l'anti-voix off de Fight Club. C'est-à-dire que là, c'est pas une voix off qui est faite pour donner du sens. C'est une voix off qui est faite pour que le personnage se pose le moins de questions possible. Et notamment le moins de questions morales possible. C'est un plein qui fait de vide. Ah ouais, c'est un plein, c'est clair. Putain, si tu veux par exemple, éviter d'avoir des tics de langage, si tu te surveilles, tu vas stresser, tu vas dire tes tics de langage, tu vois. Alors que si tu remplaces tes tics de langage par d'autres mots qui peuvent être plus efficaces, et là, tes tics de langage, ils vont disparaître.
Et en fait, la voix off, c'est un peu ça dans le film, c'est-à-dire que lui, il se répète des choses en boucle pour éviter de penser. Donc, c'est quelque chose d'assez particulier. Et comme je disais, donc, contrairement, par contre, à des films à la John Wick et tout, il est faillible. Tu vois, il le sait. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il réussit, c'est pas parce que c'est un héros de cinéma, c'est parce qu'il est le plus prudent possible, il fait les choses d'une certaine manière. Et le film commence par une faute qu'il va commettre. Et en fait, si tu veux, sa vie, du coup, va être menacée. Et notamment, sa vie de couple. La vie qu'il a construite, quoi. Parce qu'il s'est fait une petite vie à lui ranger. Et donc, il va les prendre les devants. Tout le film, c'est une intrigue qui aurait pu être celle de John Wick, c'est-à-dire John Wick, ses commanditaires cherchent à le buter. Ses commanditaires s'en sont pris à la personne qu'il aime. Il va prendre les devants et aller au devant de ses commanditaires pour régler le problème. Sauf qu'effectivement, le point de vue, le déroulement, c'est vraiment antinomique. C'est l'antithèse en fait du cinéma de film d'action que tu vois habituellement, sauf que tu es 100% dans le film d'action. Pour moi, c'est un film qui m'a rappelé le Spartan, par exemple, de David Mamet. C'est-à-dire un film d'action aux antipodes du film d'action traditionnel. Ouais, je comprends, ouais. Moi, hasard du calendrier, avant-hier soir, je finissais de regarder en 4ème vitesse Kiss Me Deadly de Robert Aldrich. Et je suis surpris de voir un film des années, parce que j'ai vu beaucoup de films des années 50. Là, j'ai une collection de films, une collection de films qui appartient à Bertrand Tavernier d'ailleurs, d'édition DVD, de polar, film noir des années 40-50. Et à quel point le film, putain, mais c'est dingue, il ressemble à rien d'autre de ce que j'ai vu pour l'instant. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas dans les studios hollywoodiens, quoi. La caméra, elle est, elle est embarquée dans les bagnoles, on va à 100 à l'heure. Le personnage, c'est pas du tout un héros, c'est un anti-héros. Je te dis qu'il fait plus penser à Snake Plissken que à John Wayne. C'est impressionnant. Le film est sans cesse dehors, en extérieur, et il y a... Enfin bon, bref. Il y a une liberté. Et j'ai l'impression que quand je regarde les films en ce moment... Kiss Me Deadly de Aldrich, ouais. Il a souvent été cité comme un film inspirateur de la modernité en Europe. Ouais. Ah, c'est pas étonnant. Donc, c'est presque de la nouvelle vague. Oui, non, mais carrément. En fait, ça te fait vraiment le même effet que La Nuit des Morts Vivants quand tu le regardes. T'as un côté, un peu novateur, hyper, un peu fou, quoi. Par rapport à ce qui se fait à l'époque. Et alors déjà, moi, grand amateur de Lost Highway de David Lynch, qui est un film... Je suis pas particulièrement un fan de David Lynch, comme certains peuvent l'être, mais c'est vrai que Lost Highway, c'est un film qui a un grand effet sur moi quand je l'ai vu au cinéma à l'époque. Et en fait, putain, c'est impressionnant comme n'ayant jamais vu en 4ème vitesse de Robert Aldrich depuis, je me rends compte qu'en fait, j'ai passé des années à fantasmer une intrigue dans Lost Highway. En fait, elle était déjà là, quoi. C'est dingue. Le film reprend... Enfin, Lost Highway reprend tous les motifs dans 4ème vitesse, c'est dingue. Bref, et du coup, tu vois, quand je vois tous les films qui sortent aujourd'hui, qui sont tirés à 4 épingles, à la Fincher, même Michael Mann, je suis persuadé que c'est au millimètre carré, etc. Je trouve ça un peu sans âme, quoi. Moi, ça me donne moins envie, quoi. Bah alors là, je te comprends pas, là, par contre. Parce que autant, comment te dire, tu vois, Silent Night, je trouvais que justement, il y avait un côté un peu furieux et tout. Ouais, mais ça en rappelait un fait, peu si les tu films veux, hongkongais. le Fincher, il n'est pas à 4 épingles. Je pense que le Ferrari, à mon avis, il sera pas comparable. Enfin voilà, je pense que ça devrait aller.
pour moi, justement, c'est pas le cinéma de Christopher Nolan Hmm, ou le faux cinéma de Ridley Scott. hmm, Pour moi, on n'est pas là-dedans. On n'est pas dans ce cinéma un peu propre, faussement tuné, mais on n'a quand même pas le temps de tourner le contre-champ. Ou alors, on va dire ce cinéma un peu de vidéaste à la Nolan, où on va faire des manières de filmer compliquées, mais qui n'est pas tout à fait une mise en scène non plus. hmm. Là, je parle des derniers Nolan, hein, des trucs à la genre Inception. Ah, mais t'as maté Tenet? Je pense que oui, je l'ai maté, Tenet. Oui, c'est pas ce que j'ai fait de mieux dans ma vie. Euh, euh, je pense qu'à mon avis, tu risques plus de tomber sur ce cinéma à quatre épingles en regardant le dernier Scorsese, là qu'en regardant le Fincher. Hmm, Pour moi, je vais pas t'expliquer que le dernier Fincher, c'est un chef-d'œuvre du cinéma, mais c'est du vrai cinéma. Moi, d'ailleurs, je te le dis honnêtement, d'autant que j'ai pas aimé forcément tous ses choix. hmm, Moi, il y a des choses que j'aurais filmées différemment. Donc, je suis pas un fan du killer de Fincher, tu vois. Mais par contre, c'est pas du foutage de gueule. hmm, Tu mates pas un Fincher, un Christopher Nolan, quoi. Tu hmm, mates pas Inception ou Tenet ou toi des films comme ça, quoi. Là, hmm, non, ça a rien à voir. Euh, je dirais même que tu as eu une intuition qui m'a, pour moi, été bonne quand tu as parlé du début que tu as vu. Tu m'as dit, j'ai l'impression que le film il joue sur l'anti-séduction. On est un peu là-dedans. Il y a un rapport à la déception. C'est pour ça que quand je me suis permis de parler de David Mamet et de hmm. Spartan, il y a un rapport à la déception dans le film. Effectivement, le film est décevant sur certains aspects, volontairement, et notamment un cliché que je vais te dire, mais qui est la fin du film, où la fin du film elle se veut un petit peu ravageuse, et pour moi, je la trouve plutôt ravageuse. Je trouve que c'est plutôt réussi. Moi, je trouve qu'il y a des cinéastes qui auraient mieux réussi que lui. Je pense qu'un Sidney Lumet, même un Michael Mann, pour le coup, aurait fait beaucoup mieux. Mais par contre, ça se pose là. Et là, pour moi, c'est pas un discours qui parle de cinéma. La fin du Killer de Fincher, si tu veux, là, je sais qu'il y a beaucoup dans les années 90, surtout dans les années 2000, je pense que c'est les pires années. Les cahiers du cinéma t'auraient tiré un métadiscours parce que c'était leur travail. Tu vois, comme ils t'auraient tiré un métadiscours comme moi. Mon boulot, c'était de vendre des assurances. Je t'aurais vendu une assurance coûte que coûte. Mais ça parle pas du tout de Ah, ils cinéma. sont Ça encore parle là-dedans pas. d'ailleurs. Hmm. Mais ils sont capables de dire qu'un film qui date de 2020 a un discours sur Hollywood. Hollywood, ça n'existe plus depuis Alors, plusieurs décennies. il y a forcément un rapport avec Hollywood, mais Non, non, il n'y a pas de quand... rapport avec Non, non, Hollywood. mais Par contre, pour moi, je peux te dire un truc, c'est que ce film, il te parle, comment dire, il te parle de l'époque à laquelle tu vis actuellement. oui, alors c'est exactement ce que je voulais dire. C'est Mm. peut-être parce qu'en fait, le réel, il est un peu déceptif. C'est-à-dire que moi, j'ai moins tendance à être... les films qui sortent récemment m'intéressent moins, peut-être aussi parce que l'époque, je la trouve moins intéressante. Mais bon. Ah, Alors, bah là, faut que tu mates The Killer et Acide. Parce que peut-être que Acide et The Killer, enfin, moi, Acide, si tu veux, c'est un film pour moi qui est pas totalement réussi, hein. Mais si quelqu'un, tu vois, on fait un débat, quelqu'un me dit que c'est de la merde, je le défonce. Parce qu'en fait, effectivement, ça parle d'une époque décevante, mais pour moi, The Killer de Fincher, et puis, comme d'ailleurs Gone Girl de Fincher l'était aussi, et puis Acide de Juste Philippot, ça pose un regard sur notre époque et un regard qui est lucide, tu vois, qui est vraiment lucide. C'est-à-dire que The Killer de David Fincher, tu vois, il te dit que non, par exemple, si tu veux un métadiscours sur le cinéma, il va être celui-ci. Il y a des gens qui te disent que l'art, ça sert par exemple à faire la révolution, à trouver une alternative à notre société capitaliste. Non, pas du tout. Point. Voilà.
C'est ça. Là, tu peux avoir un métadiscours sur le cinéma de ces côtés-là. The Killer de Fincher, c'est implacable sur le regard que ça te pose sur notre société. C'est vraiment En fait, pour régler un problème, il t'explique que pour régler un problème politique, les gens, tu vas devoir casser des œufs, et les œufs que tu vas casser, eh ben, c'est tous les gens qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire les gens, ou alors qui sont des sous-traitants, ou tu vois, qui ont un petit peu à voir. Mais en gros, les gens qui servent d'intermédiaires, c'est eux qui vont manger. Et puis voilà. Donc c'est particulier comme film. Et moi, effectivement, c'est le genre de film que tu aurais pu avoir dans les années 70. C'est le genre de film genre Les Jours du Condor ou les conneries comme ça. C'est un peu, si tu veux, le constat, c'est que c'est un peu déshumanisé. Tu vois, en ce moment, moi, je regarde pas mal de vieux films. Alors, tu vois, pour le côté déceptif, récemment, j'ai vu des films de Vincente Minnelli. Il m'est apparu que, notamment Gigi, c'est des films qui travaillent beaucoup sur la déception. C'est-à-dire que tu as vraiment l'impression que le film te fait des promesses au début, puis en fait, il passe à côté de tout sciemment. Et plus récemment, j'ai vu des films d'une réalisatrice. Je sais plus comment elle s'appelle. J'ai vu 2 films d'elle. C'est Mr. Badabook, qui est un film fantastique. Et elle a fait un autre film australien sur des colons tout à fait. anglais qui... Mockingbird. Non, c'est pas The Mockingbird. Non, c'est un film de vengeance où en fait c'est un film très très dur. Il y a un oiseau. Je sais plus comment s'appelle ce film. Je suis désolé, il est extraordinaire. C'est un film sur une native australienne en fait à l'époque de la colonisation anglaise en fait qui est obligée de servir une sentence d'esclavagisme entre guillemets à des colons anglais parce qu'elle a volé ou... The Nightingale. The Nightingale, merci. Et puis je l'ai vu. Ouais. Scène inaugurale affreuse de meurtre, d'infanticide, de viol, etc. Et le film travaille l'idée de la vengeance. Alors tu vois, on parlait de vigilante, de se faire vengeance soi-même, etc. Et le film ne réalise pas cette vengeance. La fin, en fait, elle décide de ne pas se venger. Ça me ramène aussi à un roman très court de David Morrell. David Morrell, c'est le romancier qui a écrit Rambo, entre autres. Oui, non, mais je vois tout à fait. Et il a écrit un roman qui s'appelle Testament, extraordinaire, qui est une référence pour moi, un roman que tu peux lire en 1h30, vraiment. Qui est l'histoire d'un journaliste qui, en fait, a enquêté sur un réseau d'extrême droite aux États-Unis, à un tel point qu'il s'est fait adoubé par le chef, le leader de ce réseau d'extrême droite, mais extrême droite dure, hein, genre fasciste, etc. Et en fait, il s'est fait accepter en tant que journaliste, sous condition qu'il ne devait pas dire de mal d'eux, mais juste leur faire la promotion dans son article. Et le roman commence, il est à table, c'est le petit déjeuner, il a terminé son article, ça fait des mois, des années qu'il travaille dessus, ça sort, son enquête sort enfin. Le jour J où il sort, en fait, tu te rends compte qu'il a décidé de tout balancer. Les noms, les machins, les trucs et tout, dire que c'est des pourris, etc. Et le mec fait son petit déjeuner, en fait, son lait qu'on vient lui servir, il est empoisonné, son gamin meurt, sa femme pète un plomb, il se rend compte que quand les flics arrivent, il y a des flics qui font des yeux un peu bizarres, il décide de s'enfuir parce qu'il se sent en sécurité nulle part, dans sa fuite, sa femme se fait écraser par un cheval, enfin bon... Une horreur. Et le mec, en fait, il va dans la nature pour échapper à tout ça. Il perd toute sa famille, toute sa dignité, et tout. À la fin, en fait, il se retrouve avec un fusil et décide, avec un fusil à lunettes, d'aller à la frontière du Nouveau-Mexique, là où il sait que la tête pensante des personnes sur lesquelles il a enquêté, qui est le commanditaire de tout ce qui lui est arrivé, habite dans une espèce de petit ranch avec une famille mexicaine, en plus. Bon, bref. Et il a toute la famille dans son viseur, le gamin et tout. Et c'est la même scène inaugurale, mais de l'autre côté, cette fois-ci. C'est-à-dire qu'il voit le petit déjeuner, mais dans la lunette de son fusil. T'attends qu'un truc. Vraiment, le roman est une descente aux enfers. Qui l'appuie, quoi, qui se fasse vengeance.
et il décide de pas le faire. Et en fait, en ne le faisant pas, si tu veux, ça se termine comme ça. T'as l'impression que le mec, il a fait un geste, qu'il a retrouvé une humanité, en fait. C'est-à-dire qu'il a été plus fort. Il a montré, en fait, ce que c'est d'être humain. En dépassant, si tu veux, le stade de la vengeance, de la rétribution, etc. et tout. En passant à autre chose, en fait. En continuant à vivre. C'est juste dingue. Et Eh ben, c'est là que tu viens de te contredire, justement. Moi, je trouve que les deux références que tu as données, pour les comparer avec Nightingale, le déceptif, sont très, très bien choisies. Parce que déjà, tu as montré que la fin du roman, elle n'est pas du tout décevante. Parce qu'en fait, si tu n'as pas la scène de vengeance à la fin, c'est parce que tu as une transcendance morale. Tu accèdes justement à une lecture morale qui va venir transcender la mécanique de l'intrigue. Et quant à Nightingale, c'est pareil, ça fonctionne par le sens. C'est-à-dire que ce qui fait que tu n'as pas le film de vengeance ultime, c'est parce que tu as une saturation de conflits et de vengeance possible entre les discriminations sociales, le crime effectivement que l'héroïne a subi, la discrimination raciale aussi qu'il y a en Australie, où sortent des aborigènes et très particuliers, ce qui fait que tout ça se télescope et que effectivement la fin n'est pas la fin de sa vengeance, mais la fin d'un personnage secondaire, en fait, qu'elle va amener sur une plage parce qu'il l'a vengé, parce qu'il portait aussi la vengeance de sa... Enfin voilà, on est dans le sens. Et que ce soit The Nightingale comme le Testament de David Morel, là tu m'as apporté deux exemples de mécanique dramatique enrayée par le sens, par une lecture critique de la société australienne de l'époque et par une lecture morale dans le roman de David Morel. Dans le Fincher, c'est décevant. C'est-à-dire que la fin... c'est décevant premier degré. La fin est amorale. La fin, le film se termine comme ça parce qu'elle est guidée par la morale du héros, qui n'est pas une morale à partager, qui n'est pas une morale universelle, à vocation universelle. Pour le coup, c'est plus du Vicente Minelli, pour le coup. la fin se termine comme ça parce que ça arrange le personnage. Point. Okay. Mais toi, tu l'as suivi dans tout son cheminement. Tu vois Et il y a quelque chose d'un peu gênant, d'un peu... en cette période un peu d'empowerment et de culture woke et tout est universel, où tu en es à ce paradoxe où on veut des super-héros qui nous ressemblent, par exemple, avec vraiment des gens, des super-héros qui sont censés être dans l'extraordinaire, et le spectateur doit se reconnaître dedans, par exemple. Là tu vas sentir une distance morale absolument pas possible quand tu vas voir la fin du Killer de Fincher. Donc, je pense que vraiment, pour moi, un Michael Mann, par exemple, aurait été plus habile à filmer ça. Parce que lui, il aurait su, je pense qu'il aurait vraiment redramatisé la scène derrière, et il aurait su capter une morale à travers un ensemble, même si c'est pas une morale liée au personnage, mais une morale, tu sais, rien qu'en filmant la ville ou des choses comme ça. Bah, dans Insider, on a la trajectoire du personnage de Russell Crowe, c'est un peu ça aussi, quoi. Mais là, si tu veux, dans le Fincher, ça, je pense que vraiment, cette manière abrupte de voir les choses est presque un peu anti-virtuose, quoi. C'est-à-dire que vraiment, sa fin, il te l'impose sans idée de partager quoi que ce soit avec toi. C'est vraiment, je pense que ça vient d'un regard noir qui, là, je pense à ce moment-là, le film est extrêmement noir. Quand tu vois quand même le seul personnage qui réchappe de ça, il y a un autre personnage qui réchappe de la tuerie, c'est un chien, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul autre personnage que Fassbender refuse de tuer, c'est un chien. Et quand tu vois qui il ne va pas tuer par la suite, c'est quand même particulier, quoi. Enfin bon, voilà, moi c'est un film quand même, voilà, je l'ai trouvé, je trouve qu'il a un regard sur l'époque. Voilà, c'est de la même, en fait, c'est tout con,
mais ce que j'ai aimé, c'est ce côté roman noir. Hmm. Je trouve qu'il y a tout simplement quelque chose qui relève du film noir ou du roman noir, des choses que tu aurais pu lire chez Dashiell Hammett, par exemple. Par exemple, dans le David Morel là, que tu lis, si je me souviens bien, David Morel, il a écrit dans les années 60, 70, 80, si je dis pas de conneries. Ouais, plus 80, 90. Ouais. Et on est à une époque La confrérie de la Rose, il a écrit beaucoup de... C'est mortel, hein. David Morel, waouh. Je pense que tu sais, on est dans une période de littérature entre guillemets un peu démocrate, enfin, je veux dire un peu progressiste. C'est-à-dire qu'on croit au progrès, on est persuadé qu'on va être lu par des gens qui font partie d'une classe moyenne ascendante qui se cultive et qui va se poser des questions, tu vois, morales, etc., etc. Dans les romans de Dashiell Hammett, la scène que tu m'as dit, tu vois, où le mec il refuse de se venger, ça peut exister, mais c'est par cynisme, c'est par absurdité, tu vois, c'est pas par. Alors que la fin que tu me décris là de David Morel, c'est le comte de Monte Cristo, quoi. Comte de Monte Cristo, oui. Le mec se venge, c'est toute une quête romantique, initiatique et tout. Il va apprendre tellement de choses qu'à la fin, il a tellement appris qu'il sait que ça sert à rien de se venger. Et donc, il va pas mener au bout sa vengeance. Donc, c'est vraiment quelque chose d'initiatique et un parcours moral. Là, pour moi, chez Fincher, on est plus dans une sorte de twist comme ça, mais à la Dashiell Hammett. Dans The Nightingale, oui, et puis dans Mr. Badabouk aussi, à la fin, c'est un film de maison hantée un peu bizarre, avec une entité qui occupe une maison dans laquelle une femme et son fils vont habiter. Le gamin voit une entité peu à peu, on se demande si c'est pas le gamin qui est à l'origine de l'entité ou pas, etc. Puis à la fin, en fait, ils peuvent rien faire contre cette entité. Quoi qu'il fasse, l'entité sera toujours là, on la verra pas, mais ils décident de vivre avec elle en la nourrissant dans la cave et tout. Enfin, c'est vraiment la fin, c'est une acceptation d'une situation pas très sexy. Et c'est très décevant parce qu'il n'y a pas de résolution à proprement parler. Et ça m'a fait beaucoup penser à certains films de Minelli. Tu vois, Silent Night, je te disais tout à l'heure, c'est un film de mort-vivant. Tous ces films que je suis en train de regarder en ce moment, en 4ème vitesse, Death Wish, en fait, l'humanité, elle est quand même très présente dans ces films-là. C'est-à-dire que même quand il s'agit de montrer des personnages qui sont en train de sombrer, enfin dans Death Wish, excuse-moi, mais il est malade mental, le personnage de Charles Bronson. C'est-à-dire que quand le mec se met à apprécier le fait de flinguer les gens, de faire la justice et tout, quoi, c'est vécu comme une maladie, quoi. Bah, la scène où il s'entraîne avec des fusils en plastique, des pistolets en plastique. Est-ce que tu as vu Chateau's Land de Michael Winner? Non. Les Collines de la Terreur. Tu ne l'as pas vu? Non. Mec, c'est Predator avant l'heure. Il faut que tu le vois absolument. Moi, la scène en fait de Death Wish avec les jouets, les pistolets joués, ça m'a fait penser à la première scène en fait des Collines de la Terreur. Parce qu'en fait, si tu veux, Jack Palance, il va ressortir sa malle où il y a son pistolet, son costume de soldat. Et en fait, il a la direction d'acteur. Le film, c'est comme un gamin qui ouvrirait une panoplie de cow-boy. Et j'ai pas pu m'en empêcher en fait de penser à ce film. C'est incroyable. Mais toi, tu vas adorer les Collines de la Terreur. Si t'aimes ce cinéma années 70, un peu critique, un peu rebelle, carrément. Un peu contestataire, tu vas adorer. C'est Predator, mais pas tourné dans les années 80. Quoi. Donc c'est un Predator avec le sérieux et la naïveté d'une pensée contestataire critique des années 70. Quoi. C'est un Européen qui filme, voilà quoi. C'est. Non, mais moi, je te dis, je vois plein de films en ce moment, mais j'en parle pas parce que c'est pas des films d'actualité. Là, j'ai vu Le crime était presque parfait d'Hitchcock, qui se passe dans un seul décor, pour le coup, qui est tiré à 4 épingles, mais qui est sublime, qui te tient en haleine. Tu questionnes jamais rien, tu te laisses emporter dans le flot du film. Ça vient un peu du théâtre. Et c'est pour ça, je pense qu'on aura pu parler de ça sur l'intro du film The Killer, mais bon, bref. Qui est un peu un pastiche de ça. Mais
Tu vois, j'ai vu La Légende de la montagne de King Hu, on peut pas dire que c'est vraiment très actuel. Euh, et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais si, je voulais y revenir. Et puis White of the Eyes, qu'on n'a pas parlé la dernière fois qu'on a discuté ensemble, Mm. qui est un espèce de cinéma un peu trash redneck, qui est un cinéma de genre un peu déguisé en polar. Mm. Putain, mais je trouve qu'il y a tellement d'humanité dans tout ce cinéma-là. Même quand, même quand il est théâtral, même quand il est classique. Même, je trouve pas aujourd'hui. Alors, je trouve pas aujourd'hui, à une exception près, RRR, Mm. qui est quand même le film qui m'a retourné la tête l'année dernière. Silent Mm. Night m'a fait un peu m'a fait un peu revivre. Enfin, c'est un Ouais. film de mort-vivant qui... C'est pour ça que je parle un peu de Jean Rollin. C'est paradoxalement, il y a une poésie, je trouve, dans le film. Il y a un côté un peu jusqu'au boutiste, mais y compris dans la façon de le faire. Tu sens que dans la façon dont il est fabriqué, t'as un moment donné au début du film, sur le personnage de la femme, t'as des zooms sur ses yeux qui sont faits Mm. probablement au montage, mais qui sont pas des zooms tu sais, de caméra. C'est des zooms, Mm. c'est même pas des zooms numériques, c'est des agrandissements dans l'image. C'est un peu comme quand Mm. tu pinces ton écran Ouais, de ouais, smartphone là. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce qu'il avait c'est besoin. beau. Mais putain, c'est un truc de ouf. Ça m'a obsédé ces plans. Il y a 2 plans comme ça, très brefs. Il le fait 2 fois de suite. Et je fais, mais putain. Et j'y repensais, puis j'y repensais, puis j'y repensais. Puis je me suis dit, mais en fait, c'est juste parce qu'il veut aller au. Il veut vraiment aller au cœur du regard de la meuf, quoi. Et Mm. littéralement. Mm. C'est vraiment. Enfin, c'est un truc de ouf. Parce qu'elle est témoin. Elle, son personnage, il est dingue. Enfin, elle est témoin de tout ça. Jusqu'à l'hôpital, elle le ramène chez lui. Elle continue à vivre. Continue d'aller Mm. au travail, elle continue de payer le loyer. C'est dingue, elle communique avec lui par SMS. Et en fait, elle finit par se barrer, quoi. Mm. Tu sais, il y a comme une démission du réel. Enfin, tu sais, genre, putain, en fait, c'est ça la. Bah en fait ça fonctionne parce que c'est justement c'est pas un personnage, c'est pas un individu. Enfin tu vois c'est un personnage dramatique au sens vraiment romantique, Hmm. c'est-à-dire qu'elle est là pour exprimer quelque chose de collectif. Tu vois je t'avais beaucoup j'avais vraiment insisté quand on avait fait l'émission sur John Woo pour insister sur le romantisme, tu vois, mais du style genou. Mais le romantisme, c'est aussi vrai dans notre culture à nous, hein, pas qu'en Chine. Ça sert à ça, ça sert à insuffler des sentiments qui peuvent être ressentis, partagés par tout le monde. Par exemple, tu vois, il y a un style que j'aime beaucoup, c'est le style troubadour. Le style troubadour, c'est un style littéraire et pictural qui date du 19e siècle en France. Et en fait, on était à une époque où la monarchie était terminée. Et en fait, c'était une nouvelle caste de dirigeants, tu vois, qui s'occupaient de la France. Et c'était des dirigeants qui avaient de l'argent. Tu vois, c'était d'anciens bourgeois, d'anciens nobles, des patrons d'exploitation agricole, de banques, d'usines. Et en fait, par exemple, moi j'ai lu un poème là, qui est associé au style troubadour. C'est un poème de Victor Hugo qui s'appelle La Bande Noire. Et en fait, il l'a écrit dans la première moitié du 19e, à l'époque où il avait sa période un peu patriote. Tu sais, il soutenait Napoléon III avant de se rebeller contre lui. Et en fait, il a écrit ça, c'est parce qu'en fait, tu avais des riches qui voulaient détruire des ruines de châteaux, tu vois, qui ne servaient plus à rien. Comme il n'y avait plus d'aristocratie, ils voulaient péter tout ça pour en faire des usines, pour aménager. Et lui, il a fait tout un poème romantique en servant du romantisme, en fait, pour défendre ces vieux châteaux en disant ça appartient au peuple, le peuple appartient à la France, c'est un patrimoine qu'on va détruire pour des connards de riches, tu vois. Et donc, il a fait tout ça. Et sa stylisation, son romantisme, il va s'en servir parce que son but, c'est de faire naître dans le peuple, chez le peuple, un sentiment. Tu vois, un sentiment un peu collectif, si tu veux. Et moi, je pense que ce qui marche quand tu regardes une série B, mais vraiment aussi désuète que Silent Night de John Woo, c'est parce que tu sais que justement, on n'essaie pas de te faire gober qu'on va te raconter le courage d'une femme qui voit son mari. Non, c'est pas ça. C'est que tu sais que la meuf, elle incarne ce sentiment que tu sens qu'elle perd pied
qu'elle pourra pas le rattraper. Comme je te disais, tu sens que le personnage il glisse vers la noirceur parce que ce mec il incarne la classe moyenne américaine, privé de voix, qui va s'exorciser dans les flingues Quelle bonne idée, quoi. Quelle putain de bonne idée, en fait. du coup, tu sais que la meuf, elle a parfaitement compris que ça sert strictement à rien et qu'elle a déjà perdu son mari. Et puis voilà. Et ça marche pour toi à cause de ça. C'est parce que ce que te raconte Genou, c'est un sentiment que tu connais. C'est un sentiment qui traverse le peuple. Tu vois. C'est comme si le film il se heurtait à son regard là, à un moment donné en faisant ces espèces de Mhm. gros zooms, boum, tu sais, vraiment un peu comme une Ah, ouais, ouais. auto-tamponneuse. Mhm. Comme si. Donc moi, c'est ces trucs un peu surannés, un peu romantiques, ça fait son effet, si tu veux, sur le spectateur. Et je pense que là, actuellement, comme le cinéma n'en a plus rien à carrer de notre gueule, Hmm. tu vois, je pense que le cinéma, il s'intéresse autant à nous qu'il s'intéresse aux pingouins, tu vois. Enfin, voilà, il n'a plus rien à foutre. Et bah, du coup, nous, ça. Barbie, mon gars, quoi. Ouais, ouais, du coup, ça nous parle. Par contre, je trouve qu'il y a une dimension sociale, voire anthropologique, que tu minimises, à mon avis. C'est que moi, je comprends tout à fait la difficulté à te motiver pour voir des films. Mais par contre, il y a une chose aussi qui fait que tu vivrais ça différemment. C'est que malheureusement, tu vois, c'est comme l'invasion des profanateurs de sépulture, on est tous contaminés. Avant, on regardait des films, des fois, qui pouvaient être encore plus froids. Mais tu savais que tu avais un pote au lycée, un prof, un chauffeur de bus, un voisin, un mec avec qui tu fais du foot qui l'a vu. Parce que lui aussi, il a l'abonnement Canal, parce que lui aussi, il va au même vidéoclub que toi. Et donc, tu vas pouvoir en parler. The Killer de David Fincher, c'est diffusé sur Netflix. Ça va être difficile de pouvoir discuter dessus, tu vois, d'aller trouver un pote avec qui en parler au bar. Et pourtant, que tu aimes ou pas le film, il y a des choses à dire. Tu vois. Moi, je suis pas un aficionado à 100%. Comme je t'ai dit, pour moi, il y a des trucs que j'aurais fait différents, quoi. Et je pense qu'il y a des réalisateurs qui auraient mieux fait que Fincher. Mais il y a de quoi parler. Et il y a de quoi même parler de nous, quoi. Je ne sais plus qui c'était qui avait dit l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Tu vois, dans ce film, il y a de ça. Ce film, tu peux parler de la vie, tu peux parler des gens. Après avoir vu The Killer, tu te dis bah, pourquoi toi ça t'a dérangé bah, attends, tu te rends compte tu regardes un massacre. C'est pas tout à fait de l'action, mais c'est un peu de l'action quand même. Il bute tout le monde. Et le pire, le mec, il le bute pas, quoi. Enfin, voilà, tu vois. Tu peux te mettre à parler pendant 2 heures dans un bistrot avec un gars grâce à ce film-là. Je pense que personne va parler de Napoléon, à mon avis, ou de. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ou alors des choses pas très intéressantes, quoi. C'est clair. Ou d'Avatar 2, ou, voilà. Mais tu sais que c'est intéressant qu'à chaque fois qu'on fait une émission ces derniers temps, t'évoques toujours Joe Dante quand tu parles des classes moyennes, classes laborieuses Oui. dans le Bah, cinéma. Ça reste vraiment le phare. Alors moi, ce que je vais te dire, ça va scandaliser, mais si tu me mets face à des intellectuels, j'ai présenté, tu vois, des films de Oshima ou de Pasolini ou surtout d'Imamura, tu vois, des films d'Imamura où moi, devant eux, s'ils me parlaient de Godard ou de trucs comme ça, moi, je dirais, bon, moi, il y a 2 cinéastes de gauche qui sont de gauche sans forcément le faire exprès. Ils sont tous les deux américains. Ils sont très différents l'un de l'autre. Je ne les confonds absolument pas. C'est Joe Dante et Sidney Lumet. Point. Voilà, c'est tout. Il y a que Joe Dante. Moi, je ne le vois pas du tout comme un cinéaste de gauche, c'est-à-dire conscient qui va faire du cinéma de gauche. Sidney Lumet, il est plus conscient, mais je ne pense pas qu'il soit trop, comment dire, trop de gauche, trop dogmatique, trop. Il n'est pas idéologique pour moi. Il n'est pas idéologique, c'est pas une gauche idéologique, mais pour moi, c'est des gens qui sont de gauche, mais je devrais pas dire de gauche. Je devrais dire, en fait, ce sont des cinéastes marxisants. Idéaliste, un petit peu. Non, marxisants, justement, matérialistes. Okay. Pas du tout idéalistes, matérialistes.
parce que Sidney Lumet n'a jamais fait de film d'horreur, et Sidney Lumet, c'est pour moi le seul cinéaste qui peut se targuer d'avoir une œuvre où la négativité sociale est au centre de son œuvre. Tu te souviens C'est-à-dire que lui, il peut te dire que la mort, par exemple, c'est une richesse qui peut se partager. Que ce soit l'intro de The Verdict ou l'intrigue, par exemple, de Network, il va te montrer comment la mort, on peut spéculer Ah dessus. ouais, mais je pense justement, comment il s'appelle le film qu'il a fait avec Sean Connery qui joue un flic qui essaie de coincer The Offense. The Offense. Putain. Et C'est puis, pour moi, Joe Dante, c'est exactement ça, The Offense, quoi. Joe Dante, c'est un mec qui commence dans les années 80 et jusque dans les années 90. La critique sociale à l'époque est une critique des masses. Et lui, il va tout de suite voir que cette critique des masses, et par l'intuition, c'est pas un intellectuel, que cette critique des masses, c'est de la merde, c'est des conneries, qu'il n'y a qu'une seule critique sociale, c'est la critique de la société de consommation, que la critique de société de consommation, elle se pense à travers des rapports de production, et que si tu ne le fais pas, eh ben, ça va être des gens qui consomment plus de richesses qu'ils n'en produisent, qui vont dire que des gens qui produisent plus de richesses qu'ils n'en consomment sont d'affreux consommateurs. Et tu vas tomber dans une critique des masses comme la droite conservatrice a pu en produire, quoi. Donc pour moi, ça n'existe pas le cinéma de gauche. C'est juste des artistes qui n'ont jamais travaillé à l'usine de leur vie, qui ont eu des idées, c'est génial, vive l'oisiveté, vive l'intellectualisme. Mais pour moi, il y a deux cinémas, sociaux, deux cinéastes sociaux récents, c'est Ciné Lumet et puis Joe Dante. Voilà. Et pourtant, je pense pas que ce soit les meilleurs cinéastes dans ce registre-là. Moi, je trouve que je suis plus impressionné en termes de cinéma, de mise en scène, par les premiers Imamura, par certains films de Pasolini, qui ont vraiment su filmer les idées politiques et faire vivre les idées politiques à travers le cinéma. Mais c'est pas des films qui avaient raison. Tu vois, c'est ça la différence. C'est que si tu parles politique, si tu peux pas le ramener au simple aspect esthétique et de l'épanouissement intellectuel et sensoriel que moi j'ai pu ressentir, je suis obligé de le ramener à quelque chose de collectif. Et donc, bah, forcément, à une vérité, quoi. Et si tu veux, c'est pas que je trouve que Joe Dante et puis Ciné Lumet, c'est les plus grands cinéastes du monde. C'est des cinéastes que j'adore. Et c'est pas forcément eux que je mettrais en avant si je voulais faire un truc sur, je sais pas, l'esthétique des idées politiques. Mais c'est des cinéastes qui avaient raison. C'est tout. Voilà. Si tu regardes le monde actuellement, qui c'est qui a raison? Bah, c'est Joe Dante et puis Ciné Lumet. Et puis accessoirement, bah, bien sûr, tous ces cinéastes de genre à la con. Romero, voilà. Tu sais, j'ai vu The Crazies il y a pas longtemps. Enfin, j'ai revu parce que j'avais vu il y a très très longtemps. Donc je l'ai revu dans une belle copie. Et à la suite de ça, j'ai regardé un entretien qui dure 1 heure, où c'est Guillermo del Toro, qui va chez Romero, il s'assoit sur le canapé et il discute pendant 1 heure. Mais vraiment, il discute de tout et de rien, un peu comme toi et moi, quoi. Et tu te rends compte au fur et à mesure de la discussion que tout ce que del Toro est en train de dire du cinéma de Romero, presque Romero il s'excuse en disant qu'il a pas fait exprès, quoi. Et qu'il n'y avait aucune volonté. En fait, c'est juste qu'à un moment donné, par opportunisme En fait, c'est pas par opportunisme, mais c'est... En fait, par exemple, le centre commercial dans Zombie, c'est parce qu'il avait des amis qui étaient très proches, qui connaissaient un promoteur immobilier, qui lui dit « Ah, mais il y a ce cinéaste d'Hollywood, là, mais venez, je vais vous montrer, on va à l'ouverture. » Et que quand il est arrivé là, il a vu les camions arriver, remplir les uns après les autres à la chaîne, des tonnes et des tonnes d'objets et tout. Ça l'a rendu dingue, en fait, de voir ça. Il avait l'impression déjà d'être dans le film d'horreur, quoi. Et en fait, si tu veux, il n'a pas nécessairement, si tu veux, enfin, en fait, il témoigne du réel, quoi. Et c'est vrai que du coup, c'est aussi, à un moment donné, parce qu'ils vivent quelque chose, que ça transpire dans leur film, quoi. Je pense que Sidney Lumet et Joe Dante, c'est des bonhommes qui ont une vie
bien rempli aussi, quoi. Bah, à mon avis, Sidney Lumet, il était plus politisé, il avait plus de conscience politique, parce que quand tu regardes le portrait qu'il fait des gens politisés dans Network, par exemple, avec les maoïstes américains, fallait quand même déjà être capable de le sortir. Parce que bon, comment te dire, ils se foutent quand même pas mal de leur gueule dans Network. T'as des trucs assez cruels, alors que quand même, tu vois, c'est un cinéma post-chasse aux sorcières, post-McCarthyisme. Euh, voilà quoi, je veux dire, c'est pas l'époque des frères Cohen où eux ils peuvent rire de ça, dont avait César facilement. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que pour moi, Lumet, il était plus conscient politiquement, tu vois, qu'un Joe Dante. Mais Joe Dante, lui, il est toujours dans l'engagement, mais il est dans un engagement parce que c'est quelqu'un de politisé aussi, Joe Dante. Il a fait Homecoming pour protester contre la guerre, la guerre en Irak. Il a fait The Second Civil War aussi pour HBO. Mais par contre, tu vas voir que c'est un cinéma non idéologique. Hein, ce qui est impressionnant, c'est que tu vois qu'à chaque fois qu'il s'est engagé violemment contre les républicains, ces personnages de républicains sont absolument attachants. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du cinéma idéologique, quoi. Les deux paumés, les deux politiciens de Homecoming, ils sont ultra attachants. Le sénateur Trump, joué par Beau Bridges dans The Second Civil War, ça va être le personnage le plus humain au final, parce que lui, il va déclencher la guerre, mais il va s'humaniser pendant la guerre, alors tandis que les autres vont se déshumaniser et finir par s'entretuer, quoi. Donc pour moi, ouais, là on est vraiment dans quelqu'un qui croit, en fait, qui va faire du cinéma politique, mais en croyant non pas dans son idéologie, mais en croyant dans le cinéma. Un peu à la Carpenter, avec quand Adrienne Barbeau disait qu'à parler avec Carpenter, des idées progressistes et tout, parce que tous les deux, ils étaient dedans, puis que lui disait non, il faut juste faire du cinéma de divertissement, et puis les choses vont se faire naturellement. Tu vois, c'est ce qu'il expliquait. Moi, je pense que vraiment, on est vraiment avec eux. On est vraiment, pour moi, avec Joe Dante dans la tradition pure du cinéma populaire, tu vois, américain, en tout cas. Encore plus qu'avec Sidney Lumet. Comment il s'appelle le mec qui a fait Deus Ex Machina et non, c'est Ex Machina, pas Deus Ex Machina, pardon. Ex Garland. Machina, ouais, Alex Garland. Ouais. T'as vu qu'il a fait un film aussi là qui va sortir sur une guerre civile oui. Aux États-Unis qui a l'air complètement over the top. C'est vraiment un film de guerre, mais aux États-Unis, entre l'État de Floride, entre l'alliance entre l'État de Floride. Moi, je t'explique, Garland. Si tu veux, moi, j'ai vu Ex Machina. J'ai trouvé ça très sympa comme téléfilm. Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai vu un téléfilm. C'est ça. Et jour férié. Annihilation était très bien. Ah, t'as vu le téléfilm là, qui est passé sur M6? Ouais, il était bien, il était sympa comme téléfilm. Mais alors, c'est tout. Tu vois, j'ai pas eu le coït. Annihilation, j'ai trouvé ça sympathique à regarder. Par contre, il y a des sacrées images. Il y a quand même des sacrées images. Ouais, bien sûr, mais bon, moi, j'ai pas trouvé ça ouf. J'aurais préféré voir. Je trouve qu'un mec aurait fait un film d'horreur, pour le coup, qui aurait vraiment assumé de faire plus un film d'horreur qu'un film de SF, aurait fait quelque chose de mieux. Vraiment, je pense que, vraiment, à mon avis, on aurait demandé à Carpenter à l'époque, tu vois, je compare un truc avec. Alors, bien sûr, on pense un peu à The Thing, mais je pense que c'est un film qui aurait mérité un truc un peu à La Prince des Ténèbres. Honnêtement, là, moi, j'ai trouvé ça un peu sage comme film. Voilà, je t'avoue. C'est sympa à regarder, mais c'est un peu la déception. Faut que je fasse sortir la chienne. Donne-moi une minute. Ouais. Je suis désolé, ma chienne qui s'est mise à hurler comme une folle. À réveiller tout le quartier, quoi.
on coupera, c'est pas grave. Alors, je sais plus Mm. par contre de quoi. Alex Garland, la série Ouais. Civil War. Et j'ai vu Men qui était nul à chier, qui était chiant. Pas bon, pour moi, C'est c'est clair que ça me donnait pas vraiment envie. pas du tout un cinéaste que j'attends. Honnêtement, tu vois, c'est pas le mec en qui je mets tous mes espoirs. Par contre, j'ai vu la bande-annonce. Je vais me précipiter sur le film. Et, moi, si tu veux, j'avais adoré Bushwick, C'est ça, j'ai pensé tout de suite à Bushwick. mais je sais pas si le film va être aussi bien, tu vois, Mm. parce que c'est pareil, peut-être qu'il va faire un film, vu comment était Men et tout, peut-être qu'il va faire un film façon le Monde après nous. Tu sais, l'espèce de merde avec Julia Roberts là, qui est passée sur Netflix il n'y a pas J'ai longtemps. pas vu, je sais, tu m'en as parlé, ouais. Ouais, c'est Acide, là, le film de Juste Philippot, c'est l'anti-Monde après nous. C'est le contre-champ, quoi. Mm. Là, le Monde après nous, là, je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Je sais même pas ce que ça raconte ce film. Eh ben, je sais même pas si le réalisateur le sait lui. Mais ouais. Non, c'est Un film un peu what the fuck que j'ai vu là, je sais pas si je te le conseille ou pas, mais c'est le film de Charlie Kaufman qui s'appelle euh, I'm bah si, trying to t'as end envie de le voir. I'm trying to end things. Ah ouais. J'essaie d'arrêter les choses. Mhm. C'est what the fuck total, putain. Et le film est obsédant en fait. En vrai, sur le moment, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce film, quoi. Mais Tu tu sais vois, pas très bien ce que tu regardes, si c'est un film d'horreur, si c'est une comédie, si c'est. C'est chelou, quoi. Mais j'ai beaucoup aimé. le problème, si tu veux, de- moi j'ai beaucoup, des fois je vois pas mal de pics à la critique et tout, mais justement il y a un bon point à la critique, c'est que le problème de ce genre de film, c'est que quand tu les vois, elle est magnifique. Quand j'ai vu la petite passer à Toscane. côté, mais ouais, ouais. C'est que ce genre de film, quand tu les vois, faut que t'en parles à des potes. Mm. T'as ce que je veux dire, sinon c'est c'est tout le problème du cinéma. C'est pour ça que Mm. tu regardes pas The Killer. C'est pour ça que t'as mis 10 plombs à regarder RRR. C'est pour ça que t'as du mal à regarder des films. Parce que tu te dis, tu quand même, bon, moi c'est pas vraiment le problème. Est-ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, le truc de Kaufman. Mais à partir du moment où tu peux en parler à quelqu'un, tu es dans un rapport de réciprocité, il y a un public, je peux aller, oh, elle est belle, je peux aller boire un verre et puis me connecter à mes proches parce que je vais parler de ce film, me connecter à des inconnus, il y a un intérêt. Tu vois ce que je veux dire c'est vrai que le Kaufman a l'air complètement déjanté et C'est dingue. perturbant, C'est mais adapté d'un bouquin. Il y a presque un côté Alain René, je trouve. mmh, Tu verras. Enfin, c'est surprenant en fait. mmh, Et c'est pas du tout un film, bah pour le coup, qui est pas du tout sexy, mmh, mais qui le devient, je trouve, diablement quoi. mmh, Et ouais. Il y a très très intéressant. I'm thinking of ending things. mmh, Et putain, t'as une utilisation de la voix off qui est dingue. mmh. Ouais. Mais le Fincher, écoute, je regarderai quand même, parce que mine de rien, ça a éveillé ma curiosité, notre discussion. Et Ah bah puis, moi je serais ravi de voir si toi, dans la trajectoire du film, tu y vois un regard sur notre monde. Euh, moi je serais curieux de voir parce qu'effectivement c'est un film qui peut être froid, mais je me demande vraiment si moi je sais que je connais un mec qui l'a vu, un ami qui l'a vu. Et lui, je sais que ça lui. Il a trouvé plaisant de voir un film sec, un film implacable, mais il l'a apprécié comme on aurait apprécié Ewire de Soderbergh, par exemple, tu vois. Pour moi, je le rapprocherais plus du Spartan de Mamet, parce que pour moi, il y a quand même une manière, tu vois, comme dans le Spartan de Mamet, c'était une manière de voir ce qu'était la violence et la guerre. C'est quelque chose qui fatigue le corps, qui t'épuise mentalement, moralement. Et à sa manière, je trouve que Fincher il donne un regard sur notre monde, sur la manière dont fonctionne notre société, à travers
le regard d'un tueur, quoi. C'est d'un tueur à gages, qui est un personnage complètement fantasmé, hein. Tu vas voir, c'est pas du tout un tueur à gages réaliste. La mise en scène, par contre, elle a des velléités réalistes. Donc, je pense que pour moi, dans cette trajectoire-là, il y a quand même une volonté de parler de notre société, comme c'était le cas dans Gone Girl. Ouais. Gone Girl, le roman dont c'est adapté s'appelle Les Apparences. Et il y a vraiment pour moi un regard sur qu'on va dire, la classe moyenne haute américaine, en fait, qui est faite, la manière dont les parents instrumentalisent leurs gamins, enfin, tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas monter où, là? Sur le bureau et tout? Moi, si tu veux, ça m'a fait un peu... Voilà un film de Fincher auquel je pourrais le comparer. Moi, ce serait Social Network. Ouais, je vois le délire, ouais. En fait, The Killer, c'est un film qui est politique, comme Social Network l'est. Il fait un portrait, un cliché, tu vois, un petit cliché, mais qui est représentatif d'un ensemble. Tu vois, il va faire un petit détail en te faisant le portrait d'un mec qui en fait subit ce qu'est sa génération, qui est un mec médiocre, un mec un peu naze. Et bah, il te fait le portrait de bah, voilà ce qu'est notre société actuellement. Là, quand il te filme The Killer, qui est un tueur exceptionnel, pris dans une intrigue tout à fait médiocre et peut-être un peu décevante, bah, il dit bah voilà, cette intrigue-là, c'est notre époque. Ouais, très très intéressant. Ok. Bah, écoute. elle est belle. Ouais, elle est belle, mais là, elle est excitée. Là. Bah, elle est mimi. C'est proche de son maître, ces conneries. Allez, le chien. Calme-toi. Je crois que c'est l'heure d'aller dans ta caisse. Si. C'est décevant. Hein. C'est décevant. Allez, va dans ta caisse. Allez. Va dans ta caisse. Bref, bon écoute, on a fait un peu le tour. Mais Silent Night, génial. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Cool. Ouais. Godzilla Minus One, c'était sympa, mais... Écoute, quand je l'aurai vu, si je suis déçu, on en parlera pour le défendre. Et puis, bah, si j'ai aimé et que toi, t'as pas aimé, bah, on va s'affronter. Il y a une chose que je peux dire sur The Killer. J'avais vu un film qui moi, m'avait choqué énormément parce que j'adore le sujet, mais je trouvais que la mise en scène de la violence, comme d'habitude, était à chier. C'était le Spielberg qui s'appelle avec Eric Bana et puis Munich. Et ben, il y a des scènes, quand je les ai vues dans le Fincher, j'aurais dit putain, je me suis rappelé des scènes violentes dans le Munich de Spielberg. J'étais là, mais putain, Spielberg, c'est vraiment une sous-merde. Voilà. Non, mais ce mec-là a un sérieux problème pour filmer la violence. Moi, j'ai trouvé ça très sympa dans Les Dents de la Mer. À la rigueur, Les Dents de la Mer, c'est peut-être son plus réaliste. Puis dans les Indiana Jones, mais tu filmes pas la mort comme ça quand tu parles de Munich ou de la guerre des mondes, quoi. Voilà, enfin, on n'est pas au parc Astérix. Hein. Ouais, c'est clair. J'ai vu Acide qui a d'énormes maladresses parce que c'est un film qui a aussi des problèmes de budget. Tu vois, c'est un film qui a été, comme tu dis, qui a été lancé un peu à la va-vite, avec pas forcément le budget et les moyens, tu vois, qui étaient, et je pense le temps d'écriture qui était possible. Mais comparé à la guerre des mondes, putain, mais ça n'a rien à voir. Je crois que la guerre des mondes, c'est un des films les plus cons que j'ai vu. Je peux pas penser que tu filmes la mort comme ça et la violence comme ça quand tu as une volonté de faire un film réaliste sur l'invasion d'extraterrestres. Je me rappellerai toujours de ce plan à la Joss Whedon avec cette meuf que tu vois disparaître dans un reflet de rétroviseur. Mais c'est d'une bêtise. Ou alors, tu sais, tous ces corps qui arrivent en ligne droite sur le fleuve,
comme on dirait un gars avec des Monty Python, quoi. Mais je comprends pas ce réalisateur, quoi. Et je comprends pas les cinéphiles qui font semblant d'aimer cette merde. Ça, franchement. Ouais. Moi, je radote. Non, non, mais bon, on en reparlera à l'occasion de Godzilla, quoi. Mmh. Oui, oui. Bon, écoute. Allez. J'espère que je t'ai donné envie de voir des films quand même. Non, non, mais carrément, écoute, moi, au programme, là, Death Wish 3, sûr. Puis le 4 et le 5. Dans la foulée. Mais là, j'ai reçu à Noël 2 énormes coffrets United Artists. Bah, je sais bien. Et donc, je vais me plonger peu à peu dedans. Sachant que en 4ème vitesse d'Aldrich, c'est un film United Artists. Et donc tu l'auras dedans. Alors non, parce qu'il fait partie du 3e coffret que je n'ai pas. Ah putain. Qui couvre les années 40 aux années 60. Parce que moi j'ai les autres coffrets quoi, qui couvrent les années 60, 70, 90 jusqu'à 2000. Et puis après le truc c'est que celui qui couvre les années 40 il est intouchable quoi sur internet. Le truc il est à 150 balles. Putain. Alors que bon en plus le truc c'est que sur les 30 films qu'il y a dans le coffret j'en ai déjà 15 quoi. Ouais. Tu vois la Comtesse aux pieds nus je viens de l'acheter en Blu-ray alors qu'il est dans le... Mais ouais. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir, vraiment, merci beaucoup. J'avoue que quand j'ai allumé la caméra tout à l'heure et puis que j'ai allumé le micro, je savais pas trop si on allait avoir des choses à dire. Mais tu vois, au final, ça m'a vraiment donné envie de voir le Fincher quand même. Bah non, mais en fait, toi, ce qu'il te faut, c'est juste te faire un petit rendez-vous pour parler cinéma. Je lis beaucoup aussi en ce moment, j'ai fini les arcanes de bordage qui sont là. Et là, je suis en train de lire Le problème à 3 corps de Liu Cixin. Ouais. C'est une trilogie, il y a La forêt sombre puis La mort immortelle. Et waouh. Alors, faut s'accrocher un peu, parce que c'est de la littérature chinoise quand même. Ouais. C'est-à-dire que c'est une façon. En plus, c'est de la traduction, donc j'imagine que c'est pas évident que le style arrive jusqu'à nous. Mais alors, ce que ça raconte, waouh. C'est simple, ça commence, on dirait Death Note. Okay. T'as des trucs un peu ouf. Ouais. Et en fait, ça parle de 3ème guerre mondiale. Putain. Voilà. Ouais. Et apparemment, Amazon, ils en ont fait une série de télé à 400 millions de dollars qui va sortir cette année, quoi. Ouais. Ça a l'air complètement dégueulasse. Ouais. Ah, je sais pas, j'ai pas vu, j'ai pas envie. Je veux pas me spoiler, quoi. Ça a l'air complètement dégueulasse. Pourtant, je te jure que j'étais quand même hypé. Parce que bon, je voulais quand même voir ça, tu vois ce que je veux dire. Mais non, je crois que je vais plutôt me faire les bouquins. Ah bah ouais, puis je vois pas, pour l'instant, de ce que je lis, je vois pas comment ça peut être traduit en blockbuster. Mais vraiment pas. Hein. Et pourtant, c'est blockbuster. Hein. J'ai vu la bande-annonce, j'ai eu des gaz. Puis j'ai pas pu m'empêcher, j'ai pété pendant la bande-annonce. En hommage pété. Par contre, c'est très très empreint de. Alors pour le coup, c'est ouf, mais c'est un mi-chemin entre les frères Strugatsky et Philippe K. Dick, quoi. Ouais. En ce moment, moi, je lis mon jeu de rôle là, que j'ai reçu, Gods. Ouais. Bah, je l'ai reçu samedi. Bah, c'est mortel. Ça a l'air. Et d'ailleurs, merci pour les envois. Et petite anecdote, au boulot, j'ai un nouveau collègue qui est arrivé lundi dernier. Ouais. Donc à la trentaine, en fait, ce qui vient remplacer un autre collègue qui lui s'en va sur un autre rayon. Ouais. Et en fait, samedi soir, en discutant à la fermeture, eh ben, il a paru qu'il est rôliste. Et que le mec, en fait, lui, il est très Donjons et Dragons, 5ème édition. Ouais. Donc il est en pleine campagne Oblivion. Hein. Ouais. Mais il est rôliste. Ouais. J'ai enfin rencontré quelqu'un dans mon entourage proche. Ouais. Avec qui je peux parler de jeux de rôle. Ouais. Avec qui je peux parler du Seigneur Démon. Du Seigneur Démon et de Stalker et de système de jeu et tout. Enfin, c'est ouf. Ah bah... Putain, c'était bouffée d'air de ouf. Ça fait 4 ans et demi que je suis à mon taf. Et j'ai que des discussions un peu, pas de bas de front, mais presque. Ouais. Et enfin, ça y est, on peut parler de jeux de rôle, quoi.
Bah, là, je te dis, là, le truc tu sais, là, The Strange qui est à moitié prix, à mon avis, il va rester à moitié prix tout le temps. D'accord, chez Black Book. Le jour où tu auras de la thune, en fait, je te conseille, parce que déjà, tu vas pas le payer cher, que c'est un système de jeu qu'à mon avis, tu vas adorer. Parce qu'il est un peu hybride. Il est à la fois léger, narratif, mais en même temps, il y a beaucoup de fluff, beaucoup de. T'augmentes ton personnage, quoi. Tu le fais évoluer en termes ludiques. Il est très stratégique. C'est-à-dire que, effectivement, tu vas pas calculer le poids de la voiture contre le mur et faire des calculs à la con. En revanche, la manière dont tu vas dépenser tes réserves de souffle, de force, de rapidité, parce que tu dépenses en fait tes caractéristiques pour augmenter tes chances de réussite, bah, tout ça, tu as une profondeur stratégique qui est énorme, tout en racontant les choses, c'est-à-dire en étant léger. Et puis, bah, le bouquin, je pense que tu vas adorer l'esthétique du livre, tu vas adorer te plonger dans l'univers. Et en fait, bah, l'univers, il a deux possibilités. Soit tu le prends comme un univers autoritaire, tu suis l'intrigue et tout, soit sinon, tu joues ce que tu veux. Parce que c'est un univers multivers. Donc si tu n'as pas envie de jouer on va dire, des gens qui voyagent entre les univers comme c'est proposé, mais tu as envie de jouer des personnages d'un univers que tu inventes en te servant du matos qu'il y a dans le bouquin, là, des ciphers et tout ça, bah tu peux le faire. Ah, c'est bien vu ça. Donc en fait, c'est un bouquin qui est multi-usage et il y a autant d'intérêt à le lire qu'à le jouer. Excellent. Ah ouais, donc je pense le jour où tu as de la thune, je pense qu'il doit être à 30 boules, un truc comme ça chez C'est du Philippe José Farmer en jeu de rôle. Ouais, il y a un peu de ça, ouais, tout à fait. Mais je pense que vraiment le gros argument, c'est qu'il est motorisé par le système Cypher. Tu as tout le système Cypher dedans. Donc ça veut dire qu'il te sert de livre de base au système Cypher. Et donc ça veut dire que si un jour tu veux faire ton histoire à toi et que tu veux utiliser le système Cypher, tu peux. Parce que l'avantage du système Cypher, c'est que tu peux le reskiner comme tu veux. Par exemple, en fait, il y a une logique de skin dans les jeux Monte Cook Games, c'est-à-dire qu'il va te faire un pouvoir. Par exemple, là, il va te faire je suis un guerrier, machin, qui combat avec un halo de feu. Donc, si tu es un super-héros, tu as un halo de feu. Si tu fais de l'Heroic Fantasy, tu es un mage qui peut invoquer un halo de feu. Si tu fais un mecha, c'est ton mecha qui a un halo de feu, tu vois, c'est une arme qu'il a. Tu reskins en fait les pouvoirs comme tu veux. Donc en fait, c'est vachement utile. Voilà. Mortel. Et petit conseil avant de finir. Est-ce que tu pourrais m'indiquer, parce que j'aimerais bien sensibiliser mes enfants un petit peu au jeu de rôle aussi. Ouais. Je pense que j'aimerais bien, ça fait un moment que j'essaie de me dire un soir, un samedi soir, je vais me faire une soirée jeu de rôle avec eux. Un peu simple, mais tu sais, le principe de tirer des dés, d'incarner un personnage, etc. T'as pas une campagne ou Alors il y a pas pour des enfants. Pour moi, il y a Donjons et Chenapan, mais bon. Donjons et Chatons. Ah, je connais pas ça. Ça non. Non, Donjons et Chenapan. Non. C'est une espèce de petit donjon et dragon pour les enfants. Ouais, ça je connais pas. Je connais Donjons et Chatons. Donjons et Chatons, ok. Ouais, qui se joue simple et tout. Et moi, j'aime pas du tout l'esthétique et l'univers, ni trop le système de jeu. Pour des gamins de 10 ans, d'une dizaine d'années, il y a les légendaires chez Black Book, qui doit coûter 40 balles, où tu as un système de jeu qui est complet mais fun pour les mômes. Tu vois, le problème que j'ai avec Donjons et Chatons, c'est que c'est écrit par des adultes qui fantasment les gars, ce qu'aiment les gamins, tu vois. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont eu la prétention d'écrire pour des tout petits.
Mais je pense qu'un gamin, il se fait chier à jouer des chatons. Ouais. Alors que les légendaires, je pense qu'ils vont s'éclater parce qu'il y a de l'aventure. Voilà, tu as un système de jeu complet avec une campagne complète, toute une série de scénarios faciles à mener. Et ça, c'est pas mal. Pour les gamins, il y a des starts. Ça, c'est une boîte. Par Fabien, c'est Fernandez, je crois qu'il s'appelle. Ça s'appelle Desstart, c'est pas mal fait. Hein. Franchement, j'ai trouvé ça, je trouvais ça bien foutu. En anglais, ouais, après c'est de l'anglais, j'ai les Tiny Dungeons. Ça, c'est trop simple. Trop simple à faire jouer. Tiny Dungeons. Ok. Ouais, ouais. Ah, ça, je peux te l'envoyer par PD. Ah, ça, je veux bien, ouais. Ah, ouais. La série des Tiny Dungeons, c'est très très facile à faire. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il faudrait que je revoie, quoi. Pop. Ouais, pour les tout petits. Ta fille, elle a quel âge? 5 ans. Et ton fils? 8 ans, il va en avoir 9. Ouais, ça fait Jones. Mm. Ça fait Jones, mais en même temps, c'est pour bientôt, quoi. Parce qu'ils grandissent vite. Donc, moi, vraiment, ce que je miserais, c'est les légendaires. Je pense qu'en fait, si tu veux Donjons et Chatons, si tu veux mon avis plus adapté, mais le problème, c'est que Donjons et Chatons, c'est l'adulte qui s'amuse, c'est pas le gamin. Alors que les légendaires, le gamin, il s'amuse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Et puis après, les Tiny Dungeons, c'est un anglais tellement simple que je pense que ça peut le faire, quoi. Je pense que tu vas pas galérer à le... Bah, envoie-moi ça. Ouais. Carrément. Gart, merci. Ouais. Merci pour ton précieux temps partagé avec nous. Merci énormément. C'est toujours un plaisir de te parler et donc je pense que tu en as besoin. Donc, mec, c'est la vie. Ouais. C'est la vie. Bah ouais. Merci. Allez, ciao mec. À très bientôt. Ouais, à plus. Ciao. Bienvenue.